À cet âge-là, je n'aurais jamais imaginé qu'une chose comme ça puisse se produire. Ça n'était pas envisageable dans mon monde. Polly, j'écoute. Ma belle-sœur est morte, madame. C'est une découverte macabre. Ils ont essayé de maquiller ça en vol pour que ça passe inaperçu. Quand on est rentré de l'entraînement de foot, je l'ai vu sortir par la porte de derrière. Des secrets profondément enfouis ont fait de ce meurtre un mystère insondable. On n'avait aucun indice. On n'avait rien. Quelqu'un sait forcément quelque chose. Sa version changeait sans arrêt. Pour moi, elle mentait sur toute la ligne. Pourquoi témoignez-vous aujourd'hui? Parce qu'il faut que ça soit dit. Quand on a entendu parler d'une arrestation pour le meurtre d'une mère de famille il y a 20 ans, on a eu envie d'en savoir plus. On a découvert une famille qui était à la fois anéantie par ce drame, mais aussi divisée sur l'identité des responsables. En 1992, Sherry Penzer était contrôleuse aérienne dans la marine. Elle vivait aux Bermudes avec son fils de 2 ans, Jacob. Les Bermudes, c'est le lieu de mes premiers souvenirs. On vivait sur la base, maman et moi. Elle avait toujours le sourire aux lèvres. Elle riait, elle dansait tout le temps. Il y avait toujours de la musique à la maison. J'étais l'enfant chéri de ma maman. Je n'ai pas peur de le dire. Ma sœur chérie et moi, on avait 18 mois d'écart et on était très proches. Quand j'ai eu mon diplôme, je me suis engagée dans la marine. L'année suivante, Chérie s'est engagée aussi. C'est une tradition de la famille Penzer. Chérie et moi, on était là l'une pour l'autre. Cléo! On était inséparables toutes les deux. Tante Tina! Attention! Elle avait un cœur grand comme ça. Aux Bermudes, Sherry rencontre un sous-officier de marine âgé de 29 ans, Greg Malarick. Lui aussi vit seul avec son fils, ce qui les rapproche. Le fils de Greg, Greg Jr. et Jacob n'ont que quelques mois d'écart. Greg est loin de correspondre à l'image traditionnelle du militaire. Greg jouait de la guitare. Il était dans un groupe de rock. Il avait une moto. Je me souviens qu'il venait me chercher à la maternelle et qu'il m'emmenait à la pêche. Il m'a appris à faire du vélo. Pour ma mère, ce n'était pas seulement un mec avec qui elle pouvait s'amuser. C'était aussi quelqu'un qui s'occupait de son fils. Elle disait que Greg était un homme merveilleux. Chérie adorait Greg. Et Chérie prenait soin de Greg Junior. Et il est devenu son fils aussi. Et elle était sa maman. Greg Junior et moi, on jouait beaucoup tous les deux. C'était comme avoir un meilleur copain qui était là tout le temps. On s'entendait vraiment comme deux frangins. Et quand on est officiellement devenus frères, on était très contents. 2 ans après leur rencontre, en 1994, Greg et Sherry se marient à Augusta, dans le Kansas. Avec ma mère, mon père a réalisé son rêve d'avoir une grande famille. Peu de temps après, on s'est installé à Cantonment, en Floride. C'est dans la banlieue de Pensacola, une ville militaire importante. En l'an 2000, il n'y avait plus seulement Greg Junior et moi. On était 5 frères et sœurs. Je vais filmer le gâteau. À ce moment-là, Greg et moi, on avait 10 ans. Souffle les bougies. Puis il y avait Jamie, qui avait 6 ans, Jay, qui avait 4 ans, et Tara, qui avait 2 ou 3 ans. À l'époque, j'étais toute petite. Mais je sais que papa essayait toujours de créer des liens avec nous. Selon les âges, les gamins s'intéressent à des choses très différentes. Mais il essayait vraiment. Je t'aime. Et maman, c'était super maman. Chérie était bluffante. Elle s'organisait pour les repas 1 mois à l'avance. Elle savait toujours quoi acheter, elle savait qui emmener au foot, qui aller chercher après le foot. Elle jonglait avec tout ça. La sœur de Sherry et son mari, Tina et Jeff, sont aussi dans la marine. Le vendredi 21 septembre 2001, ils ont prévu d'aller à un grand bal de la marine. Nos 2 plus jeunes devaient passer la nuit chez Sherry et Greg.
Tina et moi, on les a déposés autour de 18h30. Sherry n'était pas là. Elle était allée chercher les enfants après l'entraînement de foot. Quand on est arrivé, au fond du jardin, face au portail, Greg réparait le monospace de Sherry. Sherry avait pris la Ford Festiva pour aller chercher les enfants. On a fait signe de la main et on a déposé nos enfants. On est allé au bal de la marine. On s'est bien amusé. On est rentré vers 22h30. On s'est endormi très vite. À 23h06, Greg appelle. Il demande si on a vu Sherry. Tina dit « Comment ça ?» Il dit qu'elle est sortie plus tôt dans la soirée et qu'elle n'est toujours pas rentrée. Tina demande « Elle est allée où ?» Greg répond qu'elle est allée acheter du lait. Elle n'était jamais sortie comme ça sans revenir. Tina dit « J'arrive, je vais garder les enfants pendant que tu vas à sa recherche. » Greg a dit « Non, je vais passer des coups de fil. » Jeff et Tina se rendorment cette nuit-là, mais à 6 h du matin, Greg appelle à nouveau, il a l'air paniqué. Greg dit « Elle n'est toujours pas rentrée. » C'est inquiétant. J'ai tout de suite su que quelque chose clochait. Je me suis levé et habillé. Tina était au téléphone, elle passait des coups de fil. Je ne savais pas ce qu'il se passait. Elle n'aurait pas disparu comme ça. C'était une militaire modèle. Elle n'aurait pas fait ça. Je me suis dépêché de partir. Je partais du principe qu'elle était allée acheter du lait. Il y a peu de magasins dans le coin. Je me disais qu'elle allait bien, qu'il me suffisait de trouver sa voiture pour la retrouver, elle. Il devait être 6h30 du matin. Quand on arrive à Cantonment, le premier supermarché qu'on voit, c'est un Winn-Dixie à 3 km de chez nous. Il y avait un monospace comme le sien. Je me gare derrière. J'approche de la voiture. Je vois du sang par la fenêtre. Je regarde et je vois Sherry. Je cogne sur la vitre en criant son nom. « Sherry, Sherry !» J'essaye d'ouvrir la portière, elle est fermée à clé. Je fais le tour, la porte côté conducteur est ouverte. Je tends la main vers elle, je la secoue. Je lui touche le bras, elle est froide. Police, j'écoute. Quelle est la raison de votre appel? Ma belle-sœur est morte, madame. Je l'ai trouvée dans sa voiture. Elle ne bouge plus, elle ne respire plus. Je pratique la chasse. J'ai vu le sang qui lui sortait de la bouche, l'absence de pouls. C'est comme ça quand un animal a pris une balle dans la tête. D'accord, où est-elle? On est sur le parking du Winn-Dixie. Je reçois un appel des services de secours. Ils me disent « On est sur le parking du Winn-Dixie avec votre mari. » Je prends Michael, mon fils aîné, et on va au Winn-Dixie. En arrivant, je vois mon mari qui fait non de la tête en pleurant. Il me serre dans ses bras et me dit « Je suis désolée, je suis désolée. » Mon fils Michael demande « Où est Tante Sherry ?» Je dis « Dans sa voiture. » Il regarde l'ambulance et il dit « Pourquoi il ne l'aide pas ?» Je dis « Oh mon chéri, Tante Sherry est morte. » Son corps a été pris de soubresauts tellement il pleurait fort. C'était sa deuxième mère. Comment ça avait pu lui arriver? Quand je suis arrivé sur les lieux du crime, j'ai vu un monospace rouge entouré de rubalises. Je me suis approché et par la portière conducteur, j'ai vu une femme aux cheveux longs, de petite taille, identifiée comme Sherry Malarick. Elle avait été mise de force au pied du siège passager, la tête et les jambes dans une position pas naturelle. J'ai fait le tour de la voiture. La portière côté passager était ouverte. J'ai vu au moins une blessure par balle à la tête.
Ça n'était pas joli à voir. Les traces de sang séché sur son visage et dans la voiture montraient que la mort n'était pas récente. J'ai aussi remarqué qu'il n'y avait pas de sang sur le bitume. Une blessure à la tête, ça saigne énormément. Si Sherry avait été tuée sur le parking du Winn-Dixie, du sang aurait coulé de la voiture sur le bitume. Donc le crime n'avait pas eu lieu là. Sur les lieux, l'inspecteur Nesmith demande à Jeff et à Tina de lui raconter ce qu'il s'est passé la veille au soir. Ils m'ont dit qu'il était prévu depuis longtemps que leurs enfants passent la nuit chez Sherry, parce qu'ils devaient aller à une réception à la base navale. Quand Tina et Jeff sont rentrés chez eux, ils se sont couchés, puis ils ont reçu un appel de Greg, disant que Sherry était allée au supermarché et n'était pas revenue. Le sac à main de Sherry n'était ni sur elle, ni dans la voiture. Où était-il? Est-ce que c'était un vol? Mais si vous dévalisez une personne que vous ne connaissez pas, pourquoi la dissimuler au pied du siège? Donc, le suspect était probablement quelqu'un qui connaissait la victime et qui voulait éviter que le corps soit vu. Les enquêteurs me demandent si Sherry a des ennemis. Non. Tout le monde l'adore. Tout le monde adore Sherry. J'ai demandé, selon vous, Greg aurait pu faire ça? J'ai répondu, non, il n'aurait pas fait quelque chose comme ça. Je ne pense pas qu'il aurait été capable de la tuer. Quand Buddy Nesmith m'a demandé si Greg aurait été capable de tuer ma sœur, j'ai été prise dans un dilemme. Sherry m'avait confié quelque chose qu'elle ne voulait pas que je répète. Mais elle n'était plus là. Devais-je garder son secret? Elle était morte. Alors j'ai raconté tout ce que Sherry m'avait dit. Tina raconte à l'inspecteur Nesmith que Sherry pensait que son mari avait une liaison avec Jennifer Spahn, une collègue de la marine. Sherry est allée voir Greg au bureau et Jennifer était là. Il lui avait semblé plus proche que des collègues ne devaient l'être. Sherry m'a aussi dit qu'un jour, pendant une dispute, Tara avait dit « Maman, papa ne t'aime pas. Il aime Jennifer. » Sherry pensait que son mari la trompait et passait beaucoup de temps avec Jennifer. L'atmosphère était de plus en plus tendue chez les Malaric. Mais selon Tina, ce n'était pas la seule source de tension. Le fait que Greg ait rejoint les francs-maçons était aussi un sujet sensible. Greg passait beaucoup de temps aux réunions des francs-maçons, mais Sherry pensait qu'il en profitait pour voir Jennifer. En fait, ça lui servait d'excuse pour voir Jennifer. Il disait qu'il allait à la loge maçonnique et il rentrait à 2 ou 3 heures du matin. Tina pensait qu'il y avait anguille sous roche. Il fallait que je parle à Greg. Après avoir parlé à l'inspecteur Nesmith, Tina est conduite chez les Malaric par les adjoints du shérif. Greg est emmené pour être interrogé. C'est donc à Tina de faire l'impensable. Annoncer la nouvelle aux enfants qui ne savent pas encore qu'ils ne reverront plus jamais leur mère ou leur tante. Je me souviens que ma tante Tina nous a demandé « Les enfants, quel est pour vous le plus bel endroit où on pourrait être ?» Elle a continué et elle a dit « Le ciel, c'est le plus bel endroit où on peut être et maman est au ciel avec Jésus. » Je ne savais pas quoi penser, pas quoi dire. Je n'aurais jamais pu imaginer ça. Puis les larmes se sont mises à couler. Tout le monde pleurait. Mais Tara ne comprenait pas. Elle avait 3 ans. Je regrette de ne pas avoir de souvenirs plus précis. Ça m'embête beaucoup. Je sais juste que ma mère était là, et tout à coup, elle a disparu. Tara! Coucou mon bébé!
Pendant ce temps, au commissariat, l'inspecteur Neesmith revient avec Greg sur les événements de la veille. Greg m'a dit qu'il était retraité de la marine, mais qu'il travaillait à la base comme sous-traitant. Greg a dit qu'il était parti du travail peu après 14 heures. Il conduisait le monospace de sa femme, mais le moteur chauffait. Une fois chez lui, il gare le monospace dans le jardin. Il n'y a pas d'électricité là-bas, donc il lance un groupe électrogène. Puis, il répare le monospace. Sherry va chercher les garçons au foot. Greg est dans le jardin, il répare toujours la voiture. Puis Sherry sort dans le jardin vers 19h30 et dit qu'elle va au supermarché. Greg ajoute un détail intéressant. Il dit avoir eu une visite inattendue autour de 21h. Il a mentionné que ce soir-là, sa collègue Jennifer lui avait rapporté sa tondeuse. Tina m'avait dit que Greg avait une liaison avec Jennifer, mais je n'en ai pas parlé. Pendant un interrogatoire, on ne joue pas forcément carte sur table. On attend de voir comment ça se passe. Greg n'a pas dit qu'il avait une liaison. Sur la fiche que j'ai faite sur Greg, j'ai noté « Sa maîtresse vient chez lui, entourée 2 fois, parce que ça posait question. Pourquoi est-elle venue ?» Donc ce soir-là, j'ai interrogé Jennifer Spahn. Jennifer a été très directe. Elle a dit que Sherry, Greg et elle travaillaient dans le même centre de contrôle aérien. On a demandé si elle pensait qu'il était impliqué. Elle a dit « Non, c'est impossible. Greg adore sa famille, il adore ses enfants. » Mais Jennifer est allée encore plus loin. Elle m'a dit qu'ils avaient une liaison. Et elle a commencé à tout me raconter. Jennifer m'a dit qu'ils se sentaient tous les deux seuls, qu'ils s'entendaient bien. Elle m'a même dit dans quel hôtel ils allaient. Et elle a dit « Vous trouverez mes empreintes dans la voiture. On a eu des relations sexuelles dedans. » Même si Jennifer parle ouvertement de la liaison, un élément dans cette histoire ne colle pas. Pourquoi venir rendre une tondeuse aussi tard? Pourquoi ne pas la rendre dans la journée? Pour moi, ça ne faisait aucun doute. Elle savait quelque chose. L'autopsie de Sherry révèle que la mère de famille de 34 ans a reçu 2 coups de feu mortels à la tête. On a retrouvé une douille de calibre 6,35 dans ses vêtements. La seconde douille n'a jamais été retrouvée. À mesure que les jours passent, Tina et Jeff ont de plus en plus de soupçons envers Greg. Ils en parlent aux enquêteurs. Sherry m'avait confié que Greg la trompait et qu'il parlait de divorce. Mais elle ne voulait pas imposer un divorce à ses enfants. Tina sentait que Greg voulait sortir de ce mariage et que la présence de Sherry l'irritait. Ça a mis la puce à l'oreille des enquêteurs. L'étape suivante, c'était de parler aux enfants. Tu promets de dire la vérité quand je poserai des questions? Oui. J'entends encore, dans ma voix d'enfant, à quel point ça me rendait nerveux de parler. Ça me faisait peur. Quand as-tu vu ta maman pour la dernière fois avant que ta tante annonce qu'il lui était arrivé quelque chose? La veille. Quand on est rentré de l'entraînement de foot. Qu'est-ce que vous avez mangé ce soir-là? De la pizza. Qui était là quand vous avez mangé de la pizza? Ta maman était dans la maison? Elle était là au début et après elle est allée dehors. Où était ton papa? Il était dans le jardin près de la remise. Quand elle est sortie par derrière, elle t'a dit quelque chose? Elle a dit qu'elle allait parler à papa. Je l'ai vue sortir par derrière et c'est la dernière fois que je l'ai vue.
Tous les enfants se rappellent qu'elle est sortie par derrière et aucun ne se rappelle l'avoir vue revenir. Mais les enfants se souviennent de quand Greg est revenu dans la maison. C'était autour de 20 h. Il est entré. J'ai demandé où était maman. Il a dit au supermarché. Il va dans leur chambre, il ferme la porte, et on entend la douche dans la salle de bain parentale. Pendant l'heure qui suit, les enfants continuent à jouer. À 21 h, on frappe à la porte. Greg Junior va ouvrir et voit Jennifer Spohn. Tu es sortie? Elle est entrée dans la maison? Je suis sortie avec mon père pour prendre la tondeuse. Tu es allé à la remise tout seul pour ranger la tondeuse? Ouais. Le monospace était là à ce moment-là? Non. Où était ton papa? Où était Jennifer? Ils parlaient près de la voiture. Quand je me suis approchée, ils ont arrêté de parler et mon père m'a dit de rentrer dans la maison. Greg Junior et Jacob disent une autre chose qui intéresse fortement les policiers. Quelques mois auparavant, leur père leur a montré un petit pistolet qu'ils conservaient dans la remise. Il a dit « je l'ai acheté pour maman », mais c'est une surprise, il faut pas en parler. Le témoignage des enfants amène les enquêteurs à penser que Sherry a été abattue dans le monospace, dans son propre jardin, avec un pistolet de calibre 6,35. On a décidé de faire une perquisition. On est allé dans la remise à la recherche d'un 6,35. Mais il n'y avait rien. Puis on a examiné l'endroit où le monospace était garé. Je me disais que du sang avait dû couler hors de la voiture, vu la quantité. On a vu que la terre avait été remuée, mais on ne pouvait pas savoir s'il y avait eu du sang à cet endroit-là. À l'époque, on n'avait pas les outils d'analyse qu'on a de nos jours. Les enquêteurs demandent aux voisins s'ils ont entendu quelque chose chez les Malaric le soir où Sherry a disparu. Mais tous les sons étaient couverts par le groupe électrogène que Greg a fait tourner toute la soirée. Le voisin était énervé par le bruit du groupe électrogène, donc on sait qu'il fonctionnait. Avec un groupe électrogène qui tourne, à cette distance, avec les portes et les fenêtres fermées, impossible d'entendre une détonation de 6,35. Mais à l'intérieur de la maison, les enquêteurs trouvent un indice crucial, au fond d'un tiroir. On a été extrêmement surpris de tomber sur le sac à main de Sherry, avec ses cartes de crédit et son chéquier. Pas une femme sur Terre irait faire des courses sans son sac à main ou sans son portefeuille. 2 semaines après le meurtre de Sherry, l'inspecteur Nismith décide de réinterroger Greg. On lui a demandé « Pourquoi avez-vous fait du mal à votre femme ?» Il nous a regardés sans rien dire, puis il s'est retranché derrière son avocat. C'est la dernière fois que je lui ai parlé. Greg invoque son droit au silence, et Jennifer fait la même chose, peu de temps après. Sans indice matériel reliant Greg ou Jennifer au meurtre de Sherry, les enquêteurs sont dans une impasse. Je suis convaincu qu'il a fait venir Sherry dans le jardin ce soir-là sous un faux prétexte. Tout était prêt, le groupe électrogène tournait, le monospace était là. Sherry a été tuée par 2 balles d'une arme qu'on n'a pas retrouvée. Elle a été tassée à l'avant du monospace et transportée jusqu'au parking. Le mari était donc forcément impliqué. Mais je n'avais aucune preuve. Impossible de l'interpeller. La mort de ma mère a été un traumatisme pour moi et pour Greg Junior, et à un degré moindre pour Jamie. Mais Jay et Tara, les 2 derniers, étaient si jeunes qu'ils n'en ont pas directement souffert. Les enquêteurs repassaient de temps en temps au fil des années. Plus le temps s'écoulait, plus j'ai commencé à penser que Greg avait tué ma mère. J'en ai parlé à mes oncles et tantes, j'en ai parlé à mes grands-parents du côté de mon père biologique. Pendant des années, ils ont proposé de m'adopter. Ils ont essayé de me convaincre, mais au bout du compte, je n'ai pas pu quitter mes frères et mes sœurs. C'était ma responsabilité de les protéger et de prendre soin d'eux.
La famille de Sherry Malarick offre une récompense de 4 000 $ à laquelle s'ajoute une prime de 1 000 $ de Crime Stoppers pour tout renseignement menant à une arrestation et à une mise en examen. J'ai enquêté sur l'affaire de 2001 à 2006, mais on était dans une impasse. On n'avait aucun indice. Si Jennifer ne parlait pas, on n'avait rien. Mais allait-elle parler? Allait-elle parler? Quelqu'un sait forcément quelque chose. Quelqu'un qui a refusé de nous aider et d'aider les enfants de Sherry. On supplie cette personne de nous aider. Il n'y a jamais eu le moindre doute dans ma tête sur l'identité du coupable. Je savais que c'était Greg, mais Greg avait les enfants. On a dû faire avec pour que les cousins continuent à se voir. Mais ça n'a servi à rien. Il a éloigné ses enfants de tout le monde. Le jour de la fête des mères, on faisait s'envoler des ballons avec une carte en hommage à leur maman. J'ai appelé Greg pour voir avec lui où et quand se réunir. Et il ne décrochait pas chez lui, pas au travail, il ne rappelait pas. On est allé chez eux attacher les ballons à la clôture, on a frappé à la porte. Les enfants regardaient furtivement par les fenêtres, mais personne n'a ouvert. Greg est arrivé de derrière la maison. « Ne venez plus jamais ici sans avoir été invité. » J'ai dit, « Greg, tu n'as jamais rappelé, j'étais... »« Ne venez plus jamais ici. » Sans avoir été invité. On n'y est jamais retourné. Et leurs enfants ne sont plus jamais venus chez nous. Je me souviens qu'ils étaient à mon anniversaire, 1 ou 2 fois après la mort de maman. Et ensuite, on n'a plus vu tante Tina et oncle Jeff. Je me souviens, j'étais au lycée quand je me suis dit, pour la première fois, qu'on ne saurait jamais. J'avais perdu tout espoir qu'il se produise quelque chose un jour. En 2010, la relation de Jennifer et Greg se vit au grand jour. Jennifer et ses 2 enfants emménagent même chez lui, mais la vie commune ne dure pas longtemps. À l'époque, papa avait une belle photo de maman sur son bureau, dans le salon. C'est la première photo que Jennifer m'a apportée en disant « Et si tu l'accrochais dans ta chambre ?» Au début, j'ai pensé « C'est gentil ». Mais petit à petit, toutes les photos de maman ont disparu des murs. Jennifer a fini par quitter la maison. Selon moi, c'est parce que Jennifer n'arrivait pas à gérer Jamie et Jay. Elle n'aimait pas leur façon de parler. Elle n'aimait pas leur façon de se comporter. J'ai pensé 1 fois ou 2 que Jennifer voulait prendre la place de ma mère. Quand elle est partie, j'étais contente. Au fil des années, les enquêteurs ont essayé de me redonner espoir, mais ça n'a jamais débouché sur rien, et c'était très difficile à supporter. J'en arrivais à me dire qu'il ne serait jamais puni pour le crime qu'il avait commis. En 2014, le service des enquêtes criminelles de la Marine, le NCIS, reprend l'enquête. La marine joue un rôle important au niveau local. Elle s'est intéressée à cette affaire parce que la victime et Jennifer étaient dans la marine et que Greg était employé par le ministère de la Défense et travaillait à la base. L'enquêteur du NCIS a fait un vrai travail de fond et a transmis ses conclusions au bureau du procureur de l'État. En fin de compte, beaucoup de gens avaient été réentendus. Mais on en était exactement au même stade que les enquêteurs en 2001. Jennifer savait quelque chose et il fallait lui faire dire ce qu'elle savait. On savait qu'elle ne vivait plus dans la région. Elle vivait dans l'Illinois. Notre plan, c'était d'arrêter Greg pour présomption d'homicide, pour que Jennifer sache qu'il avait été arrêté et mis en examen pour homicide. On espérait que l'arrestation pousse Jennifer à parler, parce qu'elle aurait peur que Greg ne révèle aux enquêteurs ce qu'elle savait de l'affaire.
Sur la base de preuves indirectes, le 6 mars 2020, 19 ans après la mort de Sherry Malarick, la police arrête son mari Greg à son domicile à Cantonment, en Floride. On ne veut pas avoir de faux espoirs, parce que rien n'a jamais abouti. Mais au moins, il a été arrêté. Le corps de Sherry Malarick a été retrouvé dans sa voiture en 2001. 19 ans plus tard, un coupable présumé a enfin été arrêté. Quand papa a été arrêté pour le meurtre de ma mère, je me suis effondrée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'y croyais absolument pas. Ça a été un des moments les plus douloureux de toute ma vie. Je soupçonnais Greg d'avoir tué ma mère. Mais je ne m'attendais pas à ça. Ça m'a pris par surprise. J'ignorais que les enquêteurs avaient un plan. Le lendemain de l'arrestation de Greg, les enquêteurs se sont rendus dans l'Illinois. On avait reçu l'autorisation de proposer à Jennifer l'immunité totale en échange de sa coopération. Et Jennifer a fini par parler. Pourquoi avez-vous enfin décidé de nous parler? Parce que vous avez dit... Que vous ne risquez rien. En gros, oui. Que s'est-il passé? Je dois l'entendre de votre bouche. Il avait déjà divorcé une fois et ne voulait pas revivre ça. Plutôt tuer sa femme. Mais je n'aurais jamais pu penser qu'il était sérieux. Jusqu'à ce qu'il me demande de venir le chercher au Winn-Dixie. Je me suis garée près du monospace. Vous saviez ce qu'il y avait dans le véhicule? Je m'en doutais. Il est monté dans ma voiture et il m'a dit de le ramener chez lui. Il a ajouté « pas d'excès de vitesse, conduis normalement ». Je l'ai ramené chez lui. Il est descendu de la voiture et est entré par la porte arrière. Et il m'a demandé d'attendre quelques minutes et de venir frapper à la porte. Je suis allée à la porte, j'ai frappé et les gamins ont ouvert. Quand Greg est apparu, Gregory et lui sont allés prendre la tondeuse. Quand vous dites Gregory, vous parlez de Gregory Junior? Oui. Je me souviens pas de grand-chose d'autre. Elle a dit qu'elle avait bavardé dehors avec lui pendant quelques minutes, qu'ils s'étaient embrassés, qu'elle était remontée en voiture et qu'elle était partie. J'étais en train de divorcer. Greg m'a aidée. Il m'a soutenue. Il m'a fait du bien. Et je n'ai pas pris la bonne décision quand j'ai compris ce qu'il avait fait. Il m'a dit de ne rien dire, mais l'avocat m'a dit la même chose. Vous savez ce qu'il a fait de l'arme? Non. Ok. Ça, je ne sais pas. Quand elle a donné sa version aux enquêteurs en mars 2020, elle n'a pas parlé de l'arme. Mais pendant sa déposition, je lui ai demandé « Y a-t-il une chose liée à cette affaire que vous n'avez pas dite et qui est importante ?» C'est à ce moment-là qu'elle m'a dit qu'elle s'était débarrassée de l'arme. Elle a dit qu'elle avait un sac contenant diverses choses que Greg avait laissées dans sa voiture. Elle savait que l'arme du crime était dans ce sac. Il lui a dit « Tu dois te débarrasser de tout ça. » Elle a tout balancé du haut d'un pont. Et j'imagine qu'elle a essayé d'oublier tout ça pendant très longtemps. Suite à la déposition de Jennifer, Greg n'est plus mis en examen pour homicide, mais pour assassinat. Il est remis en liberté contre une caution de 400 000 $. La famille est divisée. Jeff, Tina, Greg Jr. et Jacob sont heureux que Greg Sr. ait été arrêté. Mais les 3 enfants les plus jeunes sont convaincus de l'innocence de leur père. Apprendre que Jennifer avait une immunité totale, ça m'a mise très en colère. Parce que si elle disait bien la vérité, alors elle était complice. Et elle méritait aussi d'aller en prison. Mais pour moi, elle mentait sur toute la ligne. J'ai même pas pensé une seule seconde que mon père avait tué ma mère. L'hypothèse de l'accusation était que Greg avait demandé à Sherry de venir dans le jardin.
Ensuite, il lui a demandé de monter dans le monospace. Quand elle était assise sur le siège passager dans le jardin, il lui a tiré 2 balles dans la tête. Et il a emmené le monospace au Winn-Dixie. Le Winn-Dixie est très proche de la maison. C'est à quelques kilomètres. Il pouvait y laisser le monospace de Sherry, être ramené par Jennifer et ne s'être absenté de la maison que 10 ou 12 minutes. En juin 2022, s'ouvre le procès de Greg. Jennifer Spon est le témoin clé de l'accusation. Saviez-vous qu'il avait tué sa femme quand vous l'avez vu au Winn-Dixie? Oui. Il vous a dit qu'il l'avait tuée? Je me suis douté que j'étais là à cause de ça. Mais la défense voit un moyen d'utiliser le témoignage de Jennifer à son avantage. Je ne pensais pas que Jennifer Spon disait la vérité. Pas du tout. Elle était là pour dire que Greg Malarick avait tué sa femme et qu'elle n'était qu'une pauvre innocente embringuée dans un assassinat machiavélique orchestré par Greg Malarick. Jennifer était sa maîtresse. Nous pensons qu'elle voulait se débarrasser de Sherry, que Jennifer a tué Sherry et qu'elle a rapporté cette tondeuse parce qu'elle avait peur d'avoir été vue dans le quartier. Donc j'ai dit aux jurés qu'ils ne pouvaient pas être certains de la culpabilité de Greg au-delà de tout doute raisonnable. Au bout de 5 jours de procès et de 4 heures de délibération, 2 jurés restent persuadés que Greg est innocent. À la surprise générale, le juge déclare un non-lieu. Je n'arrivais pas à le croire. Je me disais, les jurés n'ont pas écouté ce qu'on leur a dit ou quoi? L'indécision au sein du jury était due à Jennifer, à son implication et à son immunité. C'était un peu décevant, mais c'était mieux qu'un acquittement. Ça nous permettait d'avoir une deuxième chance. En octobre 2023, Greg est jugé pour la seconde fois. En 2001, quand j'ai entendu Amy exposer les faits, je ne peux pas parler pour les autres jurés, mais moi, ça m'a vraiment touchée. Sherry avait des enfants et j'en ai aussi. Mais bien sûr, il fallait garder un esprit ouvert et prendre en compte tout ce qui était présenté. Greg Jr. et Jacob sont appelés à témoigner par l'accusation, alors que Tara témoigne pour la défense. Pendant le second procès, j'ai pensé, ce n'est pas tant Greg qu'on juge, mais plutôt le reste de la famille. Tous les enfants ont été entendus par la police. Vous vous en souvenez? Je m'en souviens. Vous souvenez-vous avoir déclaré que c'est Greg qui est allé vous chercher, Jacob et vous? Non. La défense voulait manipuler les témoignages de Greg et moi, enfants. Ma mère nous a dit qu'elle allait parler à notre père dehors. Vous n'en avez jamais parlé avant aujourd'hui, pas vrai? On ne l'avait pas demandé, mais non. Mais, enfin... On me l'a pas demandé. J'ai lu 4 transcriptions, vous n'avez jamais dit ça. objection. J'ai répondu. Il harcèle le témoin. Les jurés, après les témoignages des enfants, devaient s'interroger sur leur crédibilité. Avec le temps, les souvenirs changent. Qu'est-ce qu'il s'était vraiment passé? C'était difficile à dire. J'ai parfois eu le sentiment que l'avocat de mon père était un peu agressif envers mes frères. Mais mon père m'a dit qu'il n'avait pas tué maman. Et je l'ai cru. La défense appelle Tara Malarick. On ne peut pas simplement dire « Oh, tout semble l'accuser ». Avez-vous le moindre souvenir de cette journée? Non. J'ai exprimé ma vérité à moi, que papa m'a toujours dit qu'il aimait maman. Savez-vous si votre père aime les tatouages? Il aime pas ça. Objection. Il n'aime pas ça? Il n'aime pas. Combien en a-t-il? Un seul. Le surnom de ma mère, tatoué sur son cœur. Merci. Mais la famille était divisée. Ceux qui étaient du côté de l'accusation refusaient de me regarder ou de me parler. Jurez-vous de dire la vérité? Oui. Comme lors du premier procès de Greg, Jennifer Spon est vue comme le témoin clé. Nous, les jurés, on se focalisait sur Jennifer parce qu'on nous avait dit qu'elle allait décrire exactement ce qu'il s'était passé. Il m'a dit d'aller au Winn-Dixie. J'ai écouté attentivement tout ce qu'elle avait à dire. Il est sorti du monospace et il est monté dans ma voiture.
Vous vous souvenez des vêtements qu'il portait? Des vêtements sombres, je ne me souviens pas. Elle n'a montré aucune émotion à la barre. Elle était comme un robot. Elle ne développait rien, elle donnait des réponses très courtes. On avait l'impression que c'était appris par cœur. Quand on vous a demandé quand vous deviez être au Winn-Dixie, vous avez dit « à un moment ». Je ne peux pas dire exactement où ni quand. Pour nous, Jennifer n'était pas un témoin crédible. Après 5 jours de procès, le jury se retire à nouveau pour délibérer. J'ai prié. J'ai dit à Dieu, s'il l'a tué, je l'accepte. Aide-moi à le supporter. Mais s'il n'a rien fait, ne les laisse pas me priver de mon père. Les jurés se sont retirés en fin d'après-midi. Ils ont délibéré longtemps, pendant près de 8 heures. Greffière, pouvez-vous lire le verdict? Le ministère public contre Grégory Paul Malaric. Concernant les chefs d'accusation portés contre lui, nous, le jury, déclarons l'accusé non coupable. Telle est notre décision en ce 13 octobre 2023. J'étais sous le choc. J'ai regardé Greg et j'ai vu à l'expression sur son visage qu'il était encore plus surpris que moi. Mais l'accusation n'avait pas pu prouver que Greg était coupable au-delà de tout doute raisonnable. Demandez aux jurés qui l'ont déclaré non coupable, ils vous diront qu'il y avait un manque de preuves. C'était comme si je pouvais respirer à nouveau. J'étais soulagée de ne pas voir papa être emmené en prison. Mais il n'y avait rien à fêter. Maman n'était plus là. Et on ne savait toujours pas ce qu'il s'était passé. Pour moi, il n'est pas innocent. Il a été déclaré non coupable. C'est pas pareil. Je sais ce qu'il a fait. Je suis convaincu qu'il l'a tué. Jennifer aurait pu la tuer. Elle voulait prendre la place de ma mère et pensait qu'on ne le saurait jamais. J'ai vu les éléments de l'enquête. Sherry était sur le siège passager. Elle ne se méfiait pas de la personne à côté d'elle. Et cette personne, ce n'était pas Jennifer Spon. Ce sont les éléments de l'enquête. Certains membres de la famille espèrent que Greg avouera un jour. Mais Jacob, lui, tente de réconcilier ses frères et sœurs. Il faut qu'on ait une vraie conversation et qu'on mesure les dégâts que tout ça a causés pour pouvoir aller de l'avant. Mais tous les enfants Malaric savent que pour Sherry, rien n'était plus important qu'être leur mère. Tara! Coucou mon bébé! Je t'aime! Jacob m'a dit qu'on comptait plus que tout pour elle. Grâce à Jacob, je connais un peu mieux ma mère. Je sais qu'elle m'aimait. Il y avait de l'amour. Il y avait de la tendresse. On savait que notre mère veillait sur nous, nous aimait, voulait le meilleur pour nous. Sherry est la personne la plus généreuse que j'ai jamais vue. Elle était merveilleuse. Je la reverrai au ciel. Je suis impatiente. Dans la banlieue résidentielle de l'Ohio, là où les pelouses sont tondues au millimètre près, et où chaque maison semble raconter une histoire de réussite américaine sans accroc, résidait une famille qui, aux yeux de leurs voisins, incarnait l'idéal. Ron, un homme d'âge mûr, au tempérament réservé, était perçu par la communauté comme le voisin exemplaire, celui sur qui l'on pouvait compter pour un coup de main, un conseil technique ou une conversation cordiale au-dessus de la clôture de jardin. Pour comprendre la tragédie qui allait bientôt frapper cette cellule familiale, il est impératif de plonger au cœur de ce quotidien. Si méticuleusement construit une existence où chaque détail était orchestré pour projeter une image de stabilité inébranlable, Ron n'était pas un homme d'excès. Au contraire, il semblait trouver un réconfort immense dans la répétition, dans la prévisibilité des tâches quotidiennes et dans l'entretien de ses passions singulières. Sa vie était un assemblage de routines, le départ pour le travail, le matin, le retour ponctuel le soir, et ses week-ends passés à cultiver des intérêts personnels qui, en surface, paraissaient tout à fait inoffensifs.
Au cœur de cette vie domestique se trouvait son obsession pour les reptiles et plus particulièrement pour les tortues. Pour Ron, ces créatures n'étaient pas de simples animaux de compagnie. Elles représentaient une philosophie de vie. Il passait des heures à observer leur lenteur, leur endurance et surtout leur capacité à se rétracter dans leur carapace au moindre signe de danger extérieur. Cette carapace, cet abri naturel, semblait fasciner Ron à un niveau presque métaphysique. Il admirait ce mécanisme de défense qui permettait à l'animal de rester imperméable aux agressions du monde, une métaphore qu'il appliquait sans doute sans que personne ne le sache alors à sa propre existence. Cependant, derrière cette apparente simplicité, les dynamiques familiales étaient loin d'être aussi linéaires que ce que les photos sur la cheminée laissaient entrevoir. La maison était un sanctuaire certes, mais un sanctuaire qui par moments semblait peser lourdement sur ceux qui l'habitaient. Pour ses proches, Ron était le pilier. Il était celui qui gérait les finances, celui qui planifiait les vacances, celui qui prenait les décisions structurelles. Il était perçu comme un protecteur, mais dans l'intimité du foyer, cette protection pouvait se transformer par des nuances invisibles pour l'extérieur en une forme d'emprise. Le silence de Ron était parfois plus bruyant que ses paroles. Lorsqu'il ne parlait pas, il observait. Ses yeux scannaient la pièce, enregistrant les mouvements, les humeurs, les défaillances. Pour le reste du monde, il était le père de famille jovial, celui dont on appréciait la présence lors des barbecues de quartier. Mais à l'intérieur, le climat était régi par un code non écrit, un ensemble de règles tacites que personne ne osait transgresser. Il est fascinant d'observer avec le recul comment la société américaine érige ses modèles de pères de famille sur un piédestal, les protégeant par une sorte de présomption de bienveillance. Ron bénéficiait de cette aura. Il ne commettait jamais d'impair public, il respectait les codes sociaux à la lettre et son implication dans ses loisirs était vue comme la preuve d'un esprit équilibré loin des frénésies du monde moderne. Pourtant, cette normalité n'était peu, être qu'une performance, un rôle que Ron jouait avec une rigueur artistique. Dans ses récits, il évoquait souvent le besoin d'ordre, de structure, de contrôle sur son environnement immédiat. Chaque chose devait être à sa place, et toute déviation de cet ordre était perçue comme une menace. Cet besoin de contrôle, loin d'être une simple manie, s'inscrivait dans une psychologie plus profonde, où l'image de soi devenait une priorité absolue. Il fallait que la maison reste propre, que les comptes soient justes, que l'apparence soit sauve. Les interactions sociales, bien que fréquentes, ne semblaient jamais totalement spontanées. Il y avait toujours une forme de retenue dans les échanges de Ron, une distance calculée qui empêchait quiconque de vraiment percer sa carapace. Même avec ses collègues, les conversations tournaient rarement autour de ses émotions réelles ou de ses doutes profonds. Il parlait de techniques de projets de fait, mais jamais de ce qui pouvait agiter son fort intérieur. C'était cette capacité à compartimenter sa vie qui était sans doute son trait le plus marquant et paradoxalement le plus inquiétant. Il était capable de maintenir des sphères totalement étanches, le professionnel, le personnel, le passionnel. Dans sa tête, tout était cloisonné. Il pensait sans doute à tort que cette organisation le rendait invulnérable. C'est cette impression d'invulnérabilité qui constituait le socle de sa vie familiale. Les membres de sa famille vivant dans l'ombre de ce patriarche, apparemment inébranlable, adaptaient leur rythme au sien. S'il était d'humeur calme, la maison était sereine. S'il était tendu, une chape de plomb semblait s'abattre sur les lieux. C'était une chorégraphie émotionnelle dont il était le seul chef d'orchestre sans qu'il ait besoin de diriger explicitement. Il suffisait d'un regard ou d'un soupir pour que l'atmosphère change. Les témoins diront plus tard qu'ils avaient ressenti à de nombreuses reprises une certaine lourdeur, sans jamais pouvoir mettre le doigt sur la cause exacte. Ils mettaient cela sur le compte de la personnalité austère de Ron ou des pressions quotidiennes que tout le monde subit. Personne ne voulait imaginer, même dans les recoins les plus sombres de leur esprit, qu'une telle pression pouvait être le signe avant-coureur d'une tempête dévastatrice. Le contraste entre l'homme qu'il montrait à la société et la réalité de ses tourments intérieurs est au cœur de cette tragédie. Le documentaire, par ses images d'archives, montre un homme qui semble presque figé dans une pose de bonheur domestique. Il sourit sur les photos, il participe aux fêtes, il semble être l'homme de la situation. Mais ces images capturées par les objectifs de l'époque ne montrent que ce que Ron voulait que l'on voie.
Elles sont des preuves d'une mise en scène magistrale. Il avait réussi à convaincre tout le monde peu, être même lui-même qu'il était un homme ordinaire menant une vie ordinaire dans un monde ordinaire. Et c'est précisément ce vernis de respectabilité, cette carapace de normalité qu'il s'était forgé, qui rend la suite des événements si difficile à concevoir pour ceux qui l'ont côtoyé. Car au fond, cette quête de perfection, cette obsession pour les tortues qui se replient sur elles-mêmes, n'étaient que les premiers signes d'une volonté de se couper à terme de toute humanité partagée pour ne rester qu'avec ses propres démons dans le silence, étouffant d'une vie qui, tout compte fait, n'était qu'une prison dorée. Si vue de l'extérieur, la vie de Ron semblait être une démonstration de stabilité, une observation plus fine permettait de déceler pour qui savait où regarder les premiers signes d'une érosion lente et inexorable. Le problème avec les structures conçues pour paraître parfaites, c'est qu'elles exigent une maintenance constante, une vigilance de chaque instant pour dissimuler la moindre lézarde. Ron était devenu l'artisan de cette illusion, et au fil du temps, cet effort de dissimulation était devenu un fardeau psychologique épuisant. Il ne s'agissait plus seulement de vivre, mais de performer la vie. Chaque action, chaque parole, chaque interaction avec ses proches était calibrée pour maintenir l'équilibre fragile de son édifice personnel, un équilibre qui reposait sur une exigence de soumission totale de son environnement à sa volonté propre. La maison, autrefois un lieu de partage, était progressivement devenue un théâtre où Ron occupait la place centrale, le metteur en scène d'une pièce dont il était également le protagoniste principal et le critique le plus sévère. La notion de foyer s'était transformée. Ce n'était plus un espace de réconfort et de vulnérabilité partagée, mais un périmètre de sécurité où il dictait les lois. Les membres de sa famille, cherchant initialement à soutenir Ron dans ses moments de stress ou de doute, s'étaient retrouvés presque sans s'en rendre compte à naviguer sur une mer de plus en plus agitée. Ils avaient appris à lire les micro-expressions sur son visage, à anticiper ses humeurs changeantes et à ajuster leur propre comportement pour éviter de provoquer une réaction imprévisible. C'était une danse subtile et toxique. Pour préserver la paix, ils devaient s'effacer. Cette dynamique de contrôle s'était infiltrée dans tous les recoins du quotidien. Ce n'était pas nécessairement par des gestes de violence brutale ou des éclats de voix fracassants que Ron exerçait son ascendant, mais par une pression psychologique continue, une présence pesante qui occupait tout l'espace. Il y avait dans sa manière d'agir une forme de paranoïa, larvée l'idée que le monde extérieur, avec son imprévisibilité et ses caprices, représentait une menace permanente contre laquelle lui seul pouvait protéger les siens. Cette vision du monde teintée d'un besoin obsessionnel de sécurité justifiait à ses yeux toutes ces restrictions. Il se voyait comme un gardien, un protecteur, dont la rigueur était une marque de dévouement alors que ses proches commençaient à étouffer sous ce poids protecteur. Il est frappant de constater à travers les témoignages ultérieurs comment Ron était parvenu à convaincre son entourage et peut être une partie de lui-même que son comportement était dicté par l'amour. Lorsqu'il imposait des règles strictes sur la gestion domestique ou qu'il s'immisçait dans les décisions personnelles des membres de sa famille, il le présentait comme un acte de prévoyance. « Je fais cela pour nous, c'est pour ton bien. Tu ne comprends pas comment fonctionne le monde. » Ces phrases, devenues des mantras, servaient à désamorcer toute tentative de remise en question. Le doute pourtant légitime était rapidement étouffé par la certitude martelée par Ron. Il créait ainsi une réalité alternative où toute résistance était perçue comme de l'ingratitude et toute indépendance comme une trahison envers l'unité familiale. Parallèlement, la passion de Ron pour les tortues semblait prendre une tournure de plus en plus symbolique, presque inquiétante, pour ceux qui observaient son comportement à la loupe. Ce n'était plus seulement un loisir, c'était devenu un refuge. Il passait des heures dans le silence de son espace dédié loin, des exigences de la vie sociale loin des attentes de sa famille. Là, parmi ces animaux, il était le maître absolu d'un petit monde figé. Les tortues, par leur carapace, symbolisaient pour lui l'indépendance ultime, celle de n'avoir besoin de personne, celle de porter son propre abri partout, avec soi, celle de pouvoir se retirer du monde quand celui-ci devient trop oppressant. Cette admiration pour le repli sur soi révélait une faille béante, l'incapacité de Ron à s'ouvrir authentiquement à l'autre, à accepter la vulnérabilité comme une part inhérente des relations humaines.
On pourrait dire que Ron était devenu par extension sa propre tortue. Il s'était construit une carapace faite de règles, de rituels et de déni, une protection rigide derrière laquelle il se sentait en sécurité. Mais comme pour l'animal, cette carapace était aussi une prison. Elle l'isolait de l'empathie, de la compréhension du véritable lien humain. Et c'est là que résidait le véritable danger. En se coupant du monde pour se protéger, il s'était également coupé des mécanismes naturels de régulation émotionnelle. Sans ce partage, sans ce miroir que constituent les autres pour juger de nos propres actions, Ron s'était enfoncé dans une spirale de pensée de plus en plus déconnectée de la réalité. Il ne se rendait plus compte que le monde qu'il s'était bâti, si parfait en apparence, était un château de cartes prêt à s'effondrer au moindre souffle de vérité. Les fissures commençaient à se multiplier. Les amis de longue date, bien que ne pouvant pas mettre le doigt sur le problème précis, sentaient bien que quelque chose avait changé. Le ton de Ron était devenu plus sec, ses réponses plus brèves, et ses apparitions sociales, bien qu'encore régulières, manquaient de cette étincelle de sincérité qui rend les interactions gratifiantes. Il y avait dans son regard une sorte de vacuité, comme s'il était présent physiquement mais absent mentalement, occupé à résoudre des équations complexes dans sa tête pour maintenir son univers en équilibre. Les membres de sa famille, eux, vivaient dans une anxiété sourde. Ils avaient le sentiment constant de marcher sur des œufs de peur, de provoquer par une simple remarque ou un oubli sans importance la colère froide et silencieuse de Ron. C'est dans cet entre-deux, entre une vie de façade impeccable et une réalité domestique de plus en plus étouffante, que se jouait le vrai drame. Ron ne savait pas que chaque action de contrôle, chaque moment de repli, chaque mot tranchant ne faisait qu'accélérer l'inévitable. Il se croyait fort, il se croyait maître, mais il était en réalité en train de perdre pied avec ce qui définit l'humanité, la capacité de coexister, d'accepter les différences et de tolérer l'incertitude. Sa carapace ne l'avait pas protégé. Elle l'avait enfermé dans une solitude glaciale, une solitude qui, nourrie par le ressentiment et l'incompréhension, allait inévitablement mener à un point de rupture. Un moment où la réalité trop longtemps refoulée viendrait fracasser le verre trempé de son existence. À mesure que les jours s'écoulaient dans cette demeure de l'Ohio, le fossé entre la façade publique de Ron et la réalité de son monde intérieur ne cessait de se creuser, devenant un abîme que plus personne, pas même les membres de sa famille, ne pouvait ignorer. L'atmosphère, autrefois simplement tendue, s'était chargée d'une électricité statique, cette sensation oppressante que l'on ressent avant qu'un orage n'éclate. Ron, enfermé dans sa tour de contrôle psychologique, semblait de moins en moins capable de naviguer dans les nuances de la vie quotidienne. Pour lui, le monde s'était simplifié en une équation binaire. Tout ce qui n'était pas sous son contrôle total était une menace. Et toute menace se devait d'être neutralisée, sinon par l'action, du moins par une vigilance acérée qu'elle en devenait tyrannique. Il est nécessaire de comprendre que, pour un observateur extérieur, ce comportement était encore largement interprété comme une excentricité, le trait de caractère d'un homme un peu trop rigide, un perfectionniste que la vie avait rendu. Ah mais, personne ne soupçonnait la profondeur de la déconnexion qui s'opérait chez Ron. Il ne s'agissait plus seulement de maintenir une maison propre ou des horaires stricts, il s'agissait d'une quête de pureté existentielle. Ron voyait sa famille comme une extension de lui-même, une partie de sa propre identité qu'il devait protéger de la corruption du monde extérieur. Mais cette vision était profondément déformée. En cherchant à protéger ce qu'il considérait comme sien, il avait fini par détruire l'essence même de ce qui faisait la valeur de ses relations, la liberté individuelle et la confiance mutuelle. Les proches de Ron, pris au piège de cette dynamique, avaient développé des mécanismes de survie complexes. Le silence était devenu la monnaie d'échange principale. On parlait peu, on évitait les sujets sensibles, on feignait l'ignorance devant ces accès de paranoïa les plus manifestes. Cette stratégie, bien que compréhensible pour maintenir la paix immédiate, ne faisait que renforcer l'illusion de Ron. Il croyait que son autorité était légitime, que son influence était bénéfique et que son modèle de vie était la seule voie possible vers la stabilité. C'était un cercle vicieux, où son besoin de contrôle nourrissait son sentiment d'isolement et où cet isolement à son tour amplifiait son besoin de tout diriger. À ce stade,
La passion de Ron pour les tortues avait pris une dimension presque rituelle, une sorte de méditation morbide. On le voyait passer des heures devant les vivariums, une immobilité qui contrastait avec l'agitation mentale qu'il dissimulait derrière son masque. Ces animaux qui vivaient selon un rythme lent imperméable aux émotions humaines semblaient être les seuls êtres vivants avec lesquels il se sentait en harmonie. Dans leur silence, il trouvait une validation de son propre refus de communiquer. Dans leur carapace, il trouvait la preuve que la survie dépendait de la capacité à se fermer hermétiquement aux autres. Ce n'était plus un simple hobby. C'était devenu une philosophie de vie radicale, le repli total pour échapper à la douleur de l'existence. Pourtant, malgré tous ses efforts pour maintenir le contrôle des fissures, commençaient à apparaître dans la réalité qu'il s'était construite. Des événements extérieurs, des imprévus de la vie quotidienne, une facture inattendue, une divergence d'opinion, un manque de respect supposé, agissaient comme des détonateurs. À ces moments-là, le masque de l'homme pondéré vacillait. On pouvait alors entrevoir l'espace d'une seconde la noirceur qui couvait sous la surface. Ce n'était pas une explosion de rage immédiate, mais une froideur glaciale, une manière de poser un regard vide qui terrifiait ceux qui le recevaient. C'était le signe que derrière ses yeux, le mécanisme de défense était en train de se transformer en un outil d'agression. Les membres de sa famille, témoins privilégiés de cette transformation, vivaient dans une crainte constante, une angoisse suspendue. Ils ne craignaient pas nécessairement un acte physique imminent, mais ils ressentaient la menace de la perte de tout ce qui faisait leur monde. Ils sentaient que Ron était en train de s'éloigner, de s'enfermer dans sa propre logique, loin de tout compromis possible. Il devenait un étranger dans sa propre maison, un étranger qui pourtant détenait tous les pouvoirs de décision. L'idée même de quitter cette situation devenait une perspective lointaine, presque inconcevable, tant l'emprise psychologique était forte. Il avait réussi à tisser une toile si serrée que chacun se sentait responsable du maintien de la structure même au prix de son propre bonheur. Il est troublant de réaliser que dans les derniers jours précédant le basculement Ron, semblait être dans un état de calme trompeur. C'était le calme qui précède la tempête, un calme qui n'était pas synonyme de paix, mais d'une résolution terrible. Il avait fini par accepter l'idée que pour préserver la perfection de son monde, des mesures radicales étaient nécessaires. Il ne se percevait plus comme un agresseur, mais comme quelqu'un qui, face à l'inéluctable, n'avait plus d'autre choix que d'agir selon ses propres codes, des codes qu'il avait nourris dans le secret de ses réflexions solitaires. Il avait cessé de se voir comme un membre de la société pour se considérer comme une entité à part régie par ses propres lois de survie et de protection. C'est ici que réside la tragédie la plus profonde, celle de l'homme qui, en voulant se protéger du monde, a fini par le haïr. Et qui, en voulant protéger les siens, a fini par ne plus les voir que comme des objets à contrôler. Cette troisième étape du récit ne nous montre pas un monstre agissant par pulsion, mais un homme agissant par conviction, une conviction si altérée, si éloignée de toute empathie qu'elle en devient d'autant plus effrayante. Il est là dans le silence de son foyer, en pleine possession de ses moyens, en train de préparer l'inconcevable. L'illusion est à son comble, le vernis est encore brillant, mais en dessous les fondations ont déjà cédé. Il ne manque plus qu'une étincelle, un mot, un regard pour que tout ce qu'il a bâti s'effondre dans un fracas qui résonnera bien au-delà des murs de cette maison de banlieue. La scène est prête, les acteurs sont en place, et l'histoire dans son implacable progression s'apprête à écrire sa page la plus sombre. Il existe des moments dans l'histoire d'une communauté où le temps semble se figer, où la réalité bascule avec une telle violence qu'elle laisse un vide assourdissant dans son sillage. Ce jour-là, dans le quartier résidentiel où Ron et sa famille menaient leur existence réglée comme du papier à musique, le silence fut rompu par un événement qui allait à jamais entacher la sérénité du voisinage. Ce n'était pas un cri ni une explosion fracassante qui attira l'attention des forces de l'ordre, mais une série d'appels téléphoniques de ces communications brèves et haletantes qui précèdent souvent les tragédies les plus indicibles. Lorsque les gyrophares des voitures de police ont commencé à percer la pénombre de cette journée, ce fut comme si une chape de plomb s'était abattue sur la rue, étouffant instantanément la banalité du quotidien. Les officiers qui arrivèrent sur les lieux n'étaient pas préparés à ce qu'ils allaient découvrir. Pour eux, il s'agissait d'une intervention de routine,
Une situation de crise familiale, dont ils avaient l'habitude, le genre d'incident que l'on traite avec la procédure habituelle dans l'espoir d'une résolution calme. Mais dès l'instant où ils ont franchi le seuil de la porte d'entrée, une atmosphère lourde, quasi palpable, les a saisis. La maison si impeccablement entretenue, si rigoureusement organisée selon les principes de Ron, semblait soudainement devenir le théâtre d'une anomalie spatiale. Rien n'était en désordre, aucun signe de lutte acharnée ne sautait aux yeux, et pourtant, l'absence de vie, l'immobilité des objets, tout criait une vérité insupportable. C'est à cet instant précis que le vernis de la respectabilité, cette carapace de normalité, que Ron avait passé tant d'années à polir, s'est fissuré pour ne plus jamais se reformer. Les enquêteurs plongés dans ce décor familier mais devenu étranger ont commencé à découvrir les indices de ce qui s'était réellement joué. Ce n'était pas un accident ni une coïncidence malheureuse. La disposition des éléments sur place, la précision avec laquelle tout semblait avoir été orchestré, indiquait une intentionnalité glaciale. Ron, l'homme des routines, l'homme des tortues, l'homme qui se sentait protégé dans son repli, avait en réalité agi comme un architecte du chaos. Les preuves commençaient à s'empiler non pas comme des pièces éparses, mais comme un récit cohérent et terrifiant d'une descente aux enfers dont il était le seul guide. La découverte de la scène de crime a agi comme un révélateur. Pour les enquêteurs, le défi immédiat consistait à dissocier l'image de l'homme public de la réalité du suspect. Les voisins interrogés sous le choc parlaient d'un homme serviable, d'un père dévoué presque incapable d'élever la voix. Ces témoignages, loin de disculper Ron, ne faisaient que renforcer le mystère de sa double vie. Comment un individu capable de mener une existence aussi conventionnelle avait-il pu concevoir un acte d'une telle noirceur? C'est à ce stade que l'investigation a dû changer de nature. On ne cherchait plus seulement un coupable, on cherchait à comprendre les rouages d'un esprit qui avait choisi par peur, par paranoïa, ou par un besoin absolu de contrôle de sacrifier l'humain sur l'autel de sa propre survie émotionnelle. Chaque pièce récoltée par la police devenait une nouvelle facette de cette réalité distordue. Des documents financiers aux journaux intimes, en passant par les enregistrements numériques, les enquêteurs ont commencé à reconstituer le puzzle de la psychologie de Ron. Ce qu'ils ont trouvé ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient pu imaginer. Il ne s'agissait pas d'une explosion de colère soudaine, mais d'une lente érosion, d'une accumulation de ressentiments et de peurs qui, au fil des mois, s'était transformée en une stratégie délibérée. Ron n'avait pas perdu pied dans un moment d'égarement. Il avait, avec une patience infinie et un détachement effrayant, préparé le terrain. L'importance de la découverte ne résidait pas seulement dans les preuves matérielles, mais dans la déconstruction du mythe familial. La maison, ce temple de la respectabilité, s'est transformée en un laboratoire d'analyse pour les experts médico-légaux. Chaque tiroir fouillé, chaque document examiné, révélait un peu plus la profondeur du déni dans lequel la famille avait été plongée. Ron avait instauré un régime de silence si efficace que même ceux qui vivaient sous le même toit n'avaient pas perçu l'ampleur de la tempête qui grondait à l'intérieur de son esprit. Il vivait dans une bulle de protection qui en réalité était une cellule de surveillance, une prison dont il était à la fois le geôlier et le seul détenu. Alors que les premières heures de l'enquête s'étiraient, une certitude a commencé à s'imposer parmi les membres de l'unité criminelle. Ils étaient face à un cas de dissimulation pathologique. Ron n'avait pas seulement caché ses intentions, il avait réécrit son histoire personnelle pour se justifier. Dans son esprit, chaque acte aussi extrême fut-il trouvé une légitimité. C'était pour protéger, pour stabiliser, pour maintenir l'ordre dans un monde qu'il percevait comme intrinsèquement dangereux. Cette perception erronée de la réalité, ce refus de voir le monde tel qu'il était devenu le catalyseur de la tragédie. La police, en pénétrant dans ce foyer, a non seulement trouvé des indices, mais a surtout mis à nu la vacuité d'un homme qui, en voulant se protéger comme une tortue dans sa carapace, avait fini par s'étouffer lui-même. Le choc émotionnel de cette découverte n'a épargné personne. Les enquêteurs, pourtant habitués à traiter les dossiers les plus sombres, ont été marqués par la froideur de la mise en scène. Il y avait une sorte de logique, une précision chirurgicale dans l'horreur qui défiait la compréhension humaine.
Ce n'était pas le travail d'un esprit égaré, mais celui d'un homme qui, en toute conscience, avait décidé que la fin justifiait les moyens. Cette prise de conscience a marqué le début d'un long processus judiciaire où la question ne serait plus « que s'est-il passé ?». Mais comment un homme dans une société qui valorise tant la réussite et l'image peut-il dissimuler une telle noirceur sous une apparence aussi lisse? La réponse au-delà des faits résidait dans cette carapace de silence que Ron avait si patiemment construite et qui, en fin de compte, ne l'a pas protégé de la justice, mais l'a condamné à une solitude éternelle, celle d'un homme qui a détruit tout ce qu'il prétendait aimer au nom d'un idéal qui n'existait que dans son imagination. Une fois les premiers éléments de la scène de crime sécurisés, l'enquête a pris une dimension plus complexe, presque chirurgicale. Les enquêteurs ne cherchaient plus seulement des preuves matérielles. Ils cherchaient à cartographier le paysage mental de Ron, pour comprendre comment cet homme autrefois pilier de la communauté avait pu glisser vers l'innommable. Il fallait déconstruire chaque strate de son quotidien, chaque interaction, chaque décision prise dans le silence oppressant de son foyer. Ce fut le début d'une plongée vertigineuse dans les archives de sa vie, une démarche visant à isoler le moment précis où la rationalité a cédé la place à une logique interne devenue radicalement étrangère au reste du monde. L'examen minutieux des supports numériques, des relevés téléphoniques et des journaux de bord de Ron a révélé une cartographie de la paranoïa. Les enquêteurs ont découvert avec stupeur que sous l'apparence de l'homme calme et prévisible se cachait un individu qui passait ses nuits à élaborer des stratégies de défense contre des ennemis imaginaires. Il ne s'agissait pas d'une paranoïa bruyante ou chaotique, mais d'une surveillance méthodique. Ron notait tout, classait tout, archivait chaque détail de sa vie familiale comme s'il s'agissait de dossiers de renseignement. Pour lui, la famille n'était plus un groupe d'êtres aimés, mais une entité à gérer une structure dont il fallait surveiller la loyauté et la conformité à ses propres principes. Cette découverte a été un choc pour les enquêteurs. L'image du bon père de famille a volé en éclats, remplacée par celle d'un homme qui, dans le secret de son bureau, jouait le rôle d'un officier de contrôle d'une opération clandestine. Le lien avec son obsession pour les tortues est devenu pour les profileurs une clé de compréhension essentielle. Ce qui paraissait être un passe-temps curieux révélait une déshumanisation profonde. En observant la lenteur et l'imperméabilité de ces reptiles ronds, avait fini par adopter une vision du monde où la réactivité émotionnelle était perçue comme une faiblesse. Il admirait ce qu'il considérait comme une résilience biologique, cette capacité à endurer les chocs en se repliant sur soi. Il essayait d'appliquer ce modèle à sa famille. Lorsqu'il y avait des tensions, au lieu de communiquer ou de chercher une résolution empathique, il demandait le retrait, l'immobilité, le silence. Il voulait que les siens soient comme ces animaux silencieux dociles protégés derrière une carapace qu'il avait lui-même dessinée. Mais une famille n'est pas un terrarium, et la vie humaine ne peut être contenue dans des limites aussi rigides. Cette psychologie du contrôle a créé un environnement étouffant une pression qui montait inexorablement. Les interrogatoires menés auprès des proches ont levé le voile sur une réalité quotidienne marquée par une vigilance épuisante. Ron ne se contentait pas de diriger, il observait. Il avait cette manière de fixer l'interlocuteur avec une intensité qui ne laissait place à aucun mensonge. Les membres de sa famille racontaient avoir vécu dans une peur constante de décevoir, de rompre l'équilibre, de provoquer une réaction de colère glaciale. Ce n'était pas un foyer où l'on pouvait s'épanouir, mais un espace où l'on devait survivre aux exigences changeantes d'un patriarche qui avait perdu tout contact avec les réalités émotionnelles des autres. Le drame n'était pas seulement ce qui s'était passé le jour fatidique, mais tout ce qui avait mené à cette situation une longue, lente et méthodique destruction de l'autonomie individuelle au nom d'un idéal de protection qui, en fin de compte, était une forme d'emprisonnement. Les enquêteurs ont également mis au jour le fossé grandissant entre la perception sociale de Ron et ses actions privées. C'était l'aspect le plus difficile à expliquer au grand public. Pourquoi personne n'avait rien vu? La réponse résidait dans l'efficacité avec laquelle Ron compartimentait sa vie. Il était le voisin parfait, le collègue fiable, celui qui ne faisait jamais de vagues. Cette image était sa meilleure défense, le bouclier derrière lequel il pouvait agir impunément.
En maintenant cette façade, il s'assurait que personne ne viendrait jamais interroger ses méthodes, que personne ne viendrait remettre en question son autorité domestique. Il avait réussi à se construire un monde où il était le seul juge et le seul législateur. La découverte de ses écrits personnels a été particulièrement révélatrice. On y lisait avec une précision glaçante le processus de sa pensée, la conviction d'être une victime des circonstances, la perception du monde extérieur comme une source constante de corruption et surtout le sentiment d'une mission sacrée protégée par tous les moyens son sanctuaire. Ces notes rédigées d'une main calme et appliquée montraient un homme qui ne se sentait coupable de rien. Il pensait agir avec une logique irréprochable. Pour les enquêteurs, c'était le signe qu'ils n'avaient pas affaire à un criminel impulsif, mais à un homme qui, au fil du temps, avait totalement perdu la boussole morale, remplaçant l'empathie par un dogme personnel, dont il était le seul adepte. Cette étape de l'investigation a permis de transformer la perception du crime. Ce n'était plus une scène de crime isolée dans le temps, mais le point final d'une trajectoire psychologique qui durait depuis des années. Le travail des enquêteurs consistait désormais à reconstruire mois après mois les étapes de cette dérive, à identifier les moments charnières où Ron a basculé définitivement dans cette vision déformée de la réalité. C'était une tâche ardue, qui demandait une grande finesse psychologique. Il fallait comprendre comment un homme peut s'enfermer dans sa propre logique au point de ne plus voir l'autre comme un être humain, mais comme un élément à contrôler, à protéger ou, dans le pire des cas, à éliminer pour préserver l'intégrité de son monde. Cette phase de l'enquête, bien que moins spectaculaire que les premières découvertes, était pourtant la plus cruciale. Elle permettait de donner un sens à l'absurde et de préparer le terrain pour la vérité aussi douloureuse soit-elle qui allait être révélée devant les tribunaux. À mesure que l'étau judiciaire se resserrait autour de Ron, le travail des enquêteurs s'apparentait à l'assemblage d'un immense puzzle dont chaque pièce révélait une facette plus sombre de sa personnalité. La maison, autrefois le théâtre de sa mise en scène de normalité, était devenue une mine d'informations où chaque recoin semblait porter la trace de son obsession. Le matériel informatique, les journaux intimes et les innombrables notes retrouvées dans son bureau personnel constituaient désormais la clé de voûte de l'accusation. Ce n'était pas seulement une affaire de crime, c'était une affaire de déconstruction d'un système de pensée. Les enquêteurs, en parcourant ces documents, se retrouvaient face à un récit structuré presque clinique où Ron justifiait ses actes avec une froideur qui glaçait le sang. Il ne s'agissait plus d'actes irréfléchis, mais d'un plan méticuleusement orchestré, une stratégie de sortie pour un monde qu'il ne supportait plus de voir évoluer sans lui. L'élément le plus troublant pour ceux qui menaient l'enquête était le contraste absolu entre l'horreur des faits et la banalité des objets qui les entouraient. Des photos de famille parfaitement ordonnées, des livres de chevet, des jouets, oubliés dans un coin ces vestiges d'une vie ordinaire, semblaient désormais être les témoins muets d'une dérive. Ron, dans ses écrits, ne parlait pas de haine, mais de nécessité. Il se percevait comme un protecteur, un homme poussé dans ses retranchements par une société qui, selon lui, ne comprenait pas la valeur de l'ordre qu'il essayait d'imposer. Cette rationalisation extrême était sans doute ce qu'il y avait de plus effrayant. Elle démontrait une totale absence de remise en question, une certitude absolue qui rendait tout dialogue, toute tentative de compréhension totalement vain. Au fur et à mesure que les interrogatoires progressaient, la stratégie de défense de Ron devenait évidente le déni total ou à défaut une tentative désespérée de rejeter la responsabilité sur les circonstances extérieures. Il cherchait à se présenter non comme l'auteur d'un acte condamnable, mais comme un homme dépassé par des événements qu'il n'aurait pas pu contrôler. Mais les preuves parlaient une langue différente. Les relevés téléphoniques, les recherches effectuées sur son ordinateur, les préparatifs constatés dans les jours précédant le drame, tout convergeait vers une préméditation limpide. L'homme qui se présentait devant les enquêteurs avec un calme olympien était le même qui, quelques jours plus tôt, avait planifié chaque détail de l'irréparable. Il y avait dans cette phase de l'enquête un moment crucial où les enquêteurs ont dû faire face à la réalité humaine derrière le dossier criminel. Ils ont dû interroger ceux qui, malgré tout, gardaient une part de souvenirs positifs de cet homme. Ces témoignages étaient poignants empreints d'une confusion totale. Comment concilier l'image du père ou du voisin serviable avec la réalité de ses actes? C'était là toute la complexité du cas.
Ron n'était pas un monstre né. Il était le produit d'une construction sociale et psychologique qu'il avait lui-même alimentée jusqu'à l'autosuffocation. Il était l'exemple type de l'homme qui, en voulant atteindre une perfection inaccessible, s'était perdu dans les labyrinthes de son propre esprit. La confrontation finale avec les preuves matérielles lors des procédures judiciaires marqua un tournant. Quand on a confronté Ron avec les traces indélébiles de son implication, il n'y a pas eu d'explosion de colère, pas de larmes, pas de regret apparent. Il y a eu ce silence. Le même silence qui l'imposait aux siens, une carapace ultime derrière laquelle il s'est retranché. C'était en quelque sorte sa dernière victoire, refuser de donner aux enquêteurs la satisfaction d'une explication, d'une faille émotionnelle. Mais en faisant cela, il confirmait aux yeux de tout le diagnostic que les profileurs avaient esquissé dès le début un homme profondément isolé, incapable de créer un pont entre sa réalité intérieure et celle du reste du monde. L'enquête a finalement révélé l'inanité de son projet. Son obsession pour la protection, pour le maintien de l'ordre, pour le contrôle, n'avait abouti qu'à la destruction totale de tout ce qu'il voulait préserver. Le sanctuaire de la maison, l'intégrité de la famille, la respectabilité sociale, tout avait été balayé. En cherchant à se protéger des agressions du monde extérieur, Ron avait fini par créer sa propre agression bien plus destructrice encore. Les enquêteurs ont conclu leur rapport avec ce sentiment de profonde mélancolie que laissent toujours les dossiers où la raison humaine a totalement abdiqué. Ils avaient trouvé le comment, ils avaient trouvé le pourquoi, mais ils restaient confrontés à cette question lancinante qui hante tous les dossiers de ce genre, pourquoi, alors qu'il était encore temps personne. N'a-t-il pu voir le gouffre qui se creusait sous leurs pieds? Ce n'était plus une simple affaire de police. C'était un cas d'étude sur les limites de la perception humaine. Les enquêteurs ont fini par comprendre que la vérité n'était pas cachée. Elle était simplement trop terrifiante pour être envisagée par ceux qui le côtoyaient. Ron avait réussi par son comportement à rendre l'impensable invisible. Et maintenant que la vérité était révélée au grand jour, elle laissait dans son sillage une douleur immense pour les victimes, une incompréhension totale pour la communauté et pour ceux qui ont dû traiter le dossier une certitude glaçante, celle que parfois le mal ne se cache pas dans les ténèbres, mais qu'il porte le masque de la normalité la plus rassurante. Alors que le dossier touchait à sa fin, il ne restait plus que le poids de cette vérité brute, une vérité qui, contrairement à la carapace de Ron, ne permet à personne de se cacher. Lorsque l'affaire fut enfin portée devant le tribunal, l'atmosphère dans la salle d'audience était chargée d'une tension électrique, un mélange de curiosité morbide et d'incrédulité profonde. Pour la communauté qui avait côtoyé Ron pendant des années, le procès ne représentait pas seulement un acte de justice, mais une tentative de réconciliation avec une réalité devenue insupportable. Le contraste entre l'image du voisin exemplaire de l'homme calme et prévisible et la brutalité des faits exposés par l'accusation était une dissonance cognitive que personne ne parvenait à résoudre. Les spectateurs présents cherchaient dans le regard de Ron un signe de regret, une faille, dans cette carapace de froideur qu'il avait protégée si longtemps. Mais Ron, fidèle à lui-même, restait une énigme, une ombre derrière le box des accusés, observant les débats avec un détachement qui, loin de le servir, ne faisait que renforcer le sentiment d'aliénation qu'il dégageait. L'accusation a entamé le procès avec une rigueur implacable, cherchant à démanteler point par point le mythe de l'homme ordinaire. À travers les témoignages des experts et les preuves matérielles récoltées durant l'enquête, le procureur a tissé une toile montrant que le crime n'était pas l'aboutissement d'une pulsion incontrôlée, mais le résultat d'un processus long et mûrement réfléchi. Les journaux de bord de Ron ont été présentés comme les preuves irréfutables d'une psychologie en dérive. Lire à haute voix ces lignes écrites de la main, même de l'accusé, décrivant avec une précision froide ses pensées sur le contrôle, la protection de son sanctuaire et son mépris croissant pour ceux qui ne se soumettaient pas à sa volonté a produit un effet de stupeur dans la salle. Ce n'était pas la voix d'un monstre déchaîné, mais celle d'un homme qui, avec une rationalité glaçante, avait justifié l'injustifiable. Le rôle des avocats de la défense était à ce stade presque impossible. Comment défendre l'indéfendable lorsque les preuves accumulées par une enquête méthodique pointaient toutes vers une préméditation totale?
Ils ont tenté de présenter Ron comme un individu souffrant d'une déconnexion profonde avec la réalité, un homme dont la paranoïa avait altéré le jugement au point de ne plus percevoir la moralité de ses actes. Ils ont invoqué son besoin viscéral de sécurité, son obsession pour le maintien de l'ordre, essayant de transformer le portrait d'un agresseur en celui d'un homme piégé par ses propres mécanismes de défense. Pourtant, cette tentative de pathologisation n'a guère convaincu le jury. Il y avait dans les actions de Ron une cohérence et une détermination qui contredisaient toute idée d'une perte totale de contrôle. Il savait ce qu'il faisait, il en connaissait les conséquences et il avait agi en pleine possession de ses facultés. Au fil des audiences, les témoignages des proches ont apporté une dimension humaine déchirante au procès. Ces personnes qui avaient vécu dans l'ombre de Ron devaient maintenant affronter publiquement le traumatisme qu'il leur avait infligé. Leurs récits ont levé le voile sur les non-dits, sur cette atmosphère étouffante où chaque geste était surveillé, chaque mot pesé, chaque émotion contenue. Ils ont décrit la sensation d'être des prisonniers dans leur propre foyer, soumis aux humeurs changeantes et aux règles arbitraires d'un homme qui, sous prétexte d'amour et de protection, avait systématiquement brisé leur liberté individuelle. Ces témoignages ont agi comme un miroir reflétant non pas l'homme que Ron prétendait être, mais la réalité de son emprise toxique. La salle d'audience, autrefois curieuse, était désormais saisie par une profonde empathie pour ceux qui avaient survécu à son influence dévastatrice. Le moment le plus intense a été sans doute la confrontation avec l'imagerie numérique et les preuves techniques. Les enquêteurs ont projeté des éléments qui ne laissaient plus aucune place au doute. La manière dont Ron gérait ses données, la surveillance qu'il exerçait sur ses communications, tout indiquait qu'il vivait dans un monde parallèle, un monde dont il était le seul maître. En voyant ces preuves s'afficher sur les écrans de la salle d'audience, beaucoup ont ressenti un frisson d'effroi. C'était la preuve tangible que le mal ne venait pas de l'extérieur, mais qu'il était niché silencieux et méthodique au cœur de ce qui semblait être le foyer le plus normal. La carapace dont il s'était entouré, celle qui lui avait permis de naviguer dans la société sans éveiller de soupçons, était devenue au moment du procès la preuve de sa culpabilité. Elle l'avait isolé non seulement des autres, mais aussi de toute possibilité de rédemption. Le procès a ainsi révélé une vérité plus large sur la société elle-même. Il a posé des questions fondamentales sur la manière dont nous percevons nos voisins, sur la confiance que nous accordons aux apparences et sur les limites de notre vigilance envers ceux qui vivent parmi nous. Ron était devenu le symbole, le triste, représentant de cette part sombre que l'on préfère ignorer, celle de l'individu qui utilise les codes sociaux de la respectabilité pour dissimuler ses dérives les plus profondes. Le verdict, bien que prévisible, était attendu comme une libération, une manière de refermer une plaie béante. Le juge, lors de son résumé, a insisté sur la nature calculée du crime, soulignant que la justice ne pouvait tolérer que la protection de son monde intérieur serve de justification à la destruction de la vie d'autrui. La sentence qui a été prononcée n'était pas seulement une punition, c'était la reconnaissance officielle que derrière la façade, Ron avait agi de manière consciente, délibérée et irréversible. Alors que les portes de la salle d'audience se refermaient sur lui, il restait l'image d'un homme qui avait sacrifié son humanité au nom d'un idéal de contrôle qui, au final, ne lui a apporté que le silence des barreaux, un silence bien plus définitif et isolant que celui qu'il avait imposé par la contrainte à tous ceux qui l'avaient aimé. Une fois le couperet de la justice tombé, une fois les portes de la prison définitivement scellées sur l'existence de Ron, le silence qui s'est abattu sur la communauté n'était plus le même qu'auparavant. Ce n'était plus le silence de l'ignorance, mais celui de la sidération. Le processus judiciaire avait mis en lumière des vérités si crues, si ancrées dans la banalité du quotidien qu'il devenait impossible pour quiconque de retrouver une vision sereine du voisinage. Le traumatisme ne s'était pas arrêté à la cellule familiale. Il s'était propagé comme une onde de choc contaminant la perception que chaque voisin avait de l'autre. La question lancinante s'était installée dans tous les esprits. Avions-nous un monstre à nos côtés ? Ou avons-nous créé par notre propre indifférence, aux signes discrets, un environnement où de telles tragédies sont possibles? Pour les victimes survivantes, le procès ne fut pas une conclusion, mais le début d'une longue et douloureuse reconstruction. Le dommage causé par Ron ne se limitait pas aux faits tragiques qui avaient justifié son incarcération.
il résidait dans l'effondrement complet de leur réalité passée. Comment faire confiance à ses propres souvenirs? Comment reconsidérer des années de vie communes de repas partagés et de projets de famille, lorsque l'on réalise que le socle de cette existence était fondé sur une performance, un jeu de rôle orchestré par un homme dont la nature profonde restait une énigme? Le travail de deuil pour ces survivants consistait à démêler le vrai du faux, à isoler les moments de sincérité, si tant est qu'ils aient existé des fragments de manipulation. C'est une épreuve qui n'a pas de terme, une lutte contre les réminiscences et la culpabilité insidieuse que l'agresseur, dans sa perversité, avait réussi à faire peser sur ses victimes. Parallèlement, les experts en psychologie criminelle qui avaient suivi l'affaire ont commencé à théoriser sur ce que Ron représentait. Il n'était pas un prédateur au sens classique du terme, celui qui rôde dans l'ombre en quête d'une proie. Il était un nœud destructeur de l'intérieur, une catégorie bien plus insaisissable et par conséquent bien plus dangereuse. Son mode opératoire reposait sur l'intégration. Il ne cherchait pas à s'imposer contre la société, mais à devenir une partie intégrante de son architecture, la plus rassurante, la cellule familiale. En devenant le garant de la sécurité, il s'octroyait le droit moral de régenter la vie de ceux qu'il prétendait protéger. C'est là que réside l'horreur systémique de son crime. Il a utilisé les outils même de la bienveillance, la protection, la gestion, la prévoyance pour mettre en œuvre un système de coercition psychologique. La communauté, de son côté, a entamé une introspection complexe. On a vu se multiplier les discussions sur l'importance de la vigilance collective, sur la nécessité de briser les tabous qui entourent les dynamiques familiales fermées. On ne pouvait plus ignorer au nom du respect de la vie privée les signes de détresse que l'on avait jadis balayés sous le tapis par simple gêne ou par un excès de réserve. Le cas de Ron est devenu de manière involontaire un cas d'école pour comprendre les limites de la respectabilité. Il a mis en exergue le danger qu'il y a à ériger l'image de la réussite en valeur absolue, car cette image, une fois installée, devient une forteresse qui empêche quiconque d'y pénétrer pour vérifier si derrière le rideau la vie bat encore ou si elle n'est qu'un mécanisme froid. Il faut noter que cette période fut marquée par une prise de conscience brutale des mécanismes de l'emprise. Les intervenants sociaux, les travailleurs de la protection de l'enfance et les thérapeutes ont utilisé le récit de cette vie pour sensibiliser le public aux signes avant-coureurs de la violence psychologique, une forme de violence souvent minimisée par rapport aux agressions physiques, mais dont les cicatrices sont tout aussi indélébiles. L'histoire de Ron démontre que la violence n'a pas besoin de mains pour frapper. Elle peut se propager par le regard, par le silence imposé par la privation d'autonomie et par la réécriture constante de la réalité de l'autre. En détruisant la confiance en soi de ses proches, Ron avait réussi à les maintenir dans son orbite, faisant de son foyer un système clos dont aucune lumière ne pouvait s'échapper. L'onde de choc a également touché les institutions qui, sans être directement responsables, se sont senties interpellées par le manque de mécanismes de détection précoce. Comment, dans un système aussi surveillé, un tel glissement a-t-il pu échapper au radar? La réponse est en partie dans l'habileté de Ron à mimer la normalité, à s'adapter aux standards de la communauté. Il ne contredisait jamais les attentes sociales, il les comblait. C'est en cela que son cas est profondément déstabilisant. Il suggère que les garde-fous sociaux, aussi sophistiqués soient-ils, sont impuissants face à quelqu'un qui maîtrise parfaitement les codes de la vie en société, pour les détourner à des fins personnelles. Aujourd'hui, alors que les années passent, la demeure de Ron n'est plus qu'une structure vide, un squelette de béton et de bois qui attend dans une indifférence croissante de retrouver une nouvelle vocation. Pour le voisinage, elle reste un symbole, une cicatrice dans le paysage suburbain. On n'y passe plus de la même manière, on n'y jette plus le même regard. Elle est devenue malgré elle un mémorial à la fragilité de nos liens. L'affaire n'a pas seulement détruit des vies, elle a altéré la confiance fondamentale qui permet aux individus de coexister paisiblement. Le récit de Out of His Shell demeure dans les mémoires comme le rappel que nous ne connaissons jamais réellement ce qui se trame derrière les portes closes et que la carapace de la respectabilité peut à tout moment abriter les abîmes les plus profonds. C'est une leçon amère, une leçon de prudence et d'humanité qui nous oblige à regarder au-delà des apparences, non pas pour scruter par méfiance,
mais pour veiller par empathie à ce qu'aucune vie ne s'étiole dans le silence et la solitude. Avec le recul, l'affaire de Ron n'est pas simplement une chronique judiciaire parmi tant d'autres. Elle agit comme un miroir tendu à nos propres fragilités, une mise en abîme de ce que nous sommes capables de dissimuler derrière les conventions sociales. En refermant les pages de ce dossier, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur la nature même de la vérité dans nos relations humaines. Comment, dans une société hyper connectée, où nous partageons tant d'informations, l'essentiel de ce qui constitue l'âme d'un individu peut-il rester si hermétiquement clos? Le cas de Ron, avec son obsession pour la carapace, nous rappelle que l'isolement ne nécessite pas de mur physique, il se construit à partir d'une volonté farouche de ne jamais se laisser vulnérabiliser, de ne jamais accepter le risque de l'autre. Le véritable héritage de ce drame, au-delà de la condamnation pénale, réside dans cette interrogation permanente sur la vigilance empathique. Nous vivons dans des structures sociales où le respect de la sphère privée est une valeur cardinale, et à juste titre. Pourtant, cette valeur, quand elle est poussée à l'extrême, peut devenir le paravent idéal pour les comportements les plus déviants. Ron a su naviguer dans ces zones grises, exploitant notre désir collectif de ne pas interférer, de ne pas juger, de ne pas déranger. En se fondant parfaitement dans le moule de la normalité, il a rendu son altérité invisible. Il nous confronte ainsi à un paradoxe douloureux, comment rester attentif à la souffrance d'autrui sans pour autant basculer dans la suspicion généralisée. C'est une tension que chaque membre d'une communauté doit apprendre à gérer, un équilibre fragile entre le respect dû à autrui et la responsabilité morale que nous portons les uns envers les autres. La réflexion s'étend également au rôle que nous jouons dans la construction de ces personnages que certains individus se créent. La société, par ses attentes en matière de réussite, de stabilité familiale et de conformité, exerce une pression qui pousse certains à la mise en scène. Ron ne s'est pas réveillé un matin avec l'intention d'être celui qu'il est devenu. C'est le résultat d'une vie entière passée à polir une image, à répondre aux critères d'un idéal de vie américaine qui, s'il est sain pour beaucoup, peut devenir un carcan insupportable pour ceux qui à l'intérieur sont habités par des tourments qu'ils n'ont jamais appris à nommer. La tragédie est là dans cet écart entre l'homme qu'il fallait être pour être accepté et l'homme qui se débattait dans le noir sans jamais trouver une main tendue qui ne soit pas une main de contrôle. En observant ce qui reste de cette histoire, on perçoit une forme de mélancolie universelle. Le silence des vivariums après le départ de Ron la maison, laissé à l'abandon le souvenir des témoins, tout cela converge vers une conclusion nécessaire sur la valeur du lien. La carapace, cet abri que Ron chérissait, tant n'était pas une protection contre le monde, mais une condamnation à l'oubli de soi-même. À force de se protéger des chocs, il a fini par ne plus rien ressentir du tout. Et c'est là le message le plus puissant de ce documentaire: la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est ce qui nous relie. C'est dans l'acceptation de nos failles, dans le partage de nos doutes, et dans la reconnaissance de notre interdépendance que nous trouvons notre véritable sécurité. Ce n'est pas en nous enfermant que nous survivons, mais en nous ouvrant au risque d'être blessés, mais avec la garantie d'être vivants. Enfin, ce récit se veut un hommage aux victimes dont la douleur silencieuse a enfin pu être entendue, mais aussi un appel à la lucidité. Si le mal peut parfois prendre le visage de la respectabilité, le bien lui se manifeste dans le courage de ceux qui osent briser le silence, dans la force de ceux qui reconstruisent leur vie sur les décombres de l'illusion et dans la sagesse de ceux qui, au sein de la communauté, choisissent de regarder derrière les portes closes. L'affaire Out of His Shell nous laisse avec une certitude: les histoires que nous racontons sur nous-mêmes, les apparences que nous soignons ne pèsent rien face à la vérité des actes et à la profondeur des cœurs. Alors que le rideau tombe sur cette tragédie, il nous appartient à nous, spectateurs et membres de cette même société, de veiller à ce que la carapace ne devienne jamais notre destination finale. Il nous reste alors cette leçon sobre et essentielle: la véritable protection ne réside pas dans l'isolation, mais dans la création de liens authentiques. Ces liens sont les seuls remparts capables de résister aux tempêtes. Ils demandent du courage, ils demandent du temps, et ils demandent surtout une chose dont Ron était totalement dépourvu: la capacité de croire en l'autre comme une égale chance de bonheur, et non comme une menace à sa propre souveraineté. En quittant ce récit, on emporte avec soi
le souvenir de cette leçon gravée dans l'histoire des ombres et de la lumière, un rappel que même dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine, l'aspiration à la vérité finit toujours d'une manière ou d'une autre par faire éclater les carapaces les plus épaisses. Lorsque le verdict final a été prononcé dans le silence pesant du tribunal, ce ne fut pas seulement la condamnation d'un homme qui fut actée, mais l'effondrement définitif de tout un système de croyances que la communauté avait entretenu autour de Ron. La sentence lourde, irrévocable, venait sceller le destin de celui qui avait longtemps été perçu comme le pilier d'un foyer exemplaire. Cependant, dans les regards des jurés, des familles, des victimes et des observateurs présents, on ne lisait pas le sentiment d'une victoire éclatante ou d'une justice pleinement satisfaisante, mais plutôt celui d'une lassitude profonde. La justice avait fait son travail, les faits avaient été exposés dans leur nudité la plus crue, mais rien ne pouvait réparer le vide laissé par les années de mensonges et de manipulations. Le verdict a agi comme une onde de choc qui a traversé non seulement la salle d'audience, mais toute la structure sociale sur laquelle reposait la tranquillité de la banlieue. Pour la communauté, ce moment a marqué la fin brutale de l'innocence collective. Avant le crime, la notion de sécurité était synonyme de clôture bien entretenue de voisins polis et de cette réserve typiquement suburbaine où chacun respecte la vie privée de l'autre comme un dogme sacré. Après le verdict, cette même réserve est apparue sous un jour nouveau, une faille béante, un angle mort, où l'impensable avait pu se loger et croître. Le tribunal a mis en lumière que la respectabilité n'est pas un gage de moralité, mais souvent un masque, une performance sociale que les individus les plus complexes peuvent adopter pour détourner les soupçons. Ce constat a provoqué un vertige collectif. Les citoyens ont commencé à se demander si parmi leurs propres voisins d'autres ronds ne tissaient pas en ce moment même des toiles invisibles sous le couvert d'une vie rangée et sans histoire. L'impact émotionnel sur les proches fut, comme on pouvait s'y attendre, un processus de désintégration. Pour ceux qui avaient partagé le quotidien de Ron, le verdict n'a pas apporté de soulagement immédiat, mais a plutôt officialisé leur deuil d'une réalité qu'ils ne retrouveraient jamais. Le traumatisme lié à la découverte de la double vie de Ron ne s'est pas limité à l'acte final. Il s'est étendu à chaque souvenir commun qui désormais était teinté d'une lumière suspecte. Les vacances, les dîners de famille, les gestes de tendresse apparente, tout était devenu matière à reconsidération et analyse à deux. Le verdict a confirmé qu'ils avaient été les spectateurs, et malgré eux les complices involontaires d'une mise en scène dont ils ne connaissaient pas les enjeux. La culpabilité, cette compagne silencieuse des victimes, a commencé à s'immiscer les poussants, à se demander comment ils avaient pu, durant tout ce temps, ne pas voir les signaux, les changements de comportement, cette lente dérive vers le repli sur soi qui rétrospectivement semblait si évidente. Pendant que Ron était transféré vers son lieu de détention, emportant avec lui ses secrets, et sa vision déformée du monde, le monde extérieur lui devait continuer à tourner. Mais l'équilibre local était rompu. L'affaire est rapidement devenue un sujet d'étude pour les sociologues et les psychologues, un cas d'école sur la dangerosité de l'emprise domestique. Ce qui rendait ce cas si singulier et si difficile à oublier, c'était l'absence totale de signes extérieurs de violence physique avant le dénouement fatal. Il s'agissait d'une violence psychologique pure faite de mots tus de regards lourds, d'une surveillance constante et d'une volonté farouche d'éteindre toute velléité d'indépendance chez l'autre. Le système judiciaire a prouvé par ce verdict qu'il est capable de punir les actes, mais il a aussi révélé son impuissance à prévenir l'érosion de l'âme qui précède toujours l'irréparable. Le tribunal, en rendant sa décision, a également envoyé un message puissant à la société. Le cadre privé n'est pas une zone de non-droit où le patriarche peut régner sans partage. Cette notion, autrefois protégée par une forme de pudeur sociale, est désormais scrutée avec plus de sévérité. Les autorités ont commencé à encourager une forme de vigilance plus active, une solidarité qui ne se limite pas à des échanges courtois, mais qui s'intéresse réellement au bien-être de ceux qui partagent notre quotidien. Le verdict a donc agi comme un catalyseur pour une prise de conscience plus large, une réflexion sur nos responsabilités individuelles au sein de la communauté.
Ron, en voulant se replier sur lui-même comme une tortue dans sa carapace, a fini par faire éclater l'illusion de l'autarcie domestique. Il a forcé les portes de la vie privée à s'ouvrir non seulement sur le crime, mais sur les dynamiques de pouvoir qui s'y jouent quotidiennement. À ce stade du récit, le vide laissé par la condamnation est devenu le lieu d'une réflexion nouvelle. Les gens ne se demandent plus seulement pourquoi a-t-il fait cela, mais comment pouvons-nous, en tant qu'individus et membres d'une collectivité, prévenir de tels effondrements? La réponse ne réside pas dans une surveillance accrue, mais dans une meilleure qualité de nos liens. Le verdict du destin tel qu'il a été prononcé par la justice humaine a mis fin à une tragédie, mais il a ouvert un chapitre de responsabilité nouvelle. Alors que la poussière retombe sur l'affaire, on comprend que la leçon à tirer n'est pas de se méfier, mais de s'écouter. Car si Ron a réussi à cacher son monstre intérieur, si longtemps c'est parce qu'il a su utiliser le silence et la conformité comme des outils de dissimulation. En brisant ce silence, en osant nommer les choses, en ne fermant plus les yeux sur les tensions larvées, la société tente avec difficulté mais détermination de reconstruire un tissu social où la carapace de la respectabilité ne pourra plus servir d'abri à ceux qui, derrière le masque, ont perdu toute humanité. Ce verdict n'est donc pas une fin, mais une étape dans la quête toujours renouvelée d'une vérité qui, pour être vécue, a besoin de la lumière du partage et de la force de la transparence. Une fois les portes du tribunal refermées et l'agitation médiatique, retombé un calme étrange, presque lourd, s'est installé sur la banlieue qui avait servi de décor à ce drame. Le verdict avait apporté une forme de conclusion légale, mais le temps, ce guérisseur souvent surestimé, semblait fonctionner au ralenti dans le quartier. La vie quotidienne, avec ses routines immuables, avait repris ses droits. Mais le vernis de la normalité était devenu pour beaucoup une surface fragile sur laquelle on marchait avec appréhension. Dans les rues où autrefois les salutations cordiales étaient la règle, un nouveau type de réserve s'était instauré. Ce n'était pas de l'hostilité, mais une prudence instinctive, une conscience aiguë que derrière chaque façade, derrière chaque pelouse parfaitement tondue, pouvait se cacher une réalité insoupçonnée. Le processus de cicatrisation pour les proches des victimes ne suivait aucune trajectoire linéaire. Il s'agissait d'une progression faite de recul, de moments d'accablement et d'instants de clarté où la douleur, bien que toujours présente, cessait d'être le centre de gravité de leur existence. L'effondrement de leur monde ancien, provoqué par la révélation des actions de Ron, les avait contraints à une introspection radicale. Ils devaient réapprendre à définir ce qu'était la confiance, non plus comme un acquis, mais comme un choix conscient. Comment redonner sa place à l'autre dans son univers personnel après avoir été trahi par celui qui occupait la position centrale de leur sécurité émotionnelle? Cette question portée par les survivants a infusé dans toute la communauté, modifiant durablement la manière dont les individus interagissaient entre eux. La maison témoin silencieux de la tragédie est devenue une sorte de monument à l'absurde. Pour certains, elle représentait une tache indélébile dans le paysage, un lieu qu'il fallait oublier ou effacer. Pour d'autres, c'était un rappel nécessaire, une borne kilométrique sur la route de la conscience collective. Ce qui est frappant, c'est de constater à quel point la structure matérielle elle-même semblait avoir perdu son âme. Les objets, les pièces, les espaces qui avaient été témoins du comportement méthodique de Ron, ce besoin compulsif de rangement, cette paranoïa de l'ordre, étaient désormais perçus comme des artefacts d'une psychologie déviante. Ce qui était considéré comme un mode de vie discipliné était devenu aux yeux de tous la manifestation visuelle d'une pathologie. Cet exemple démontre que nos espaces de vie ne sont jamais neutres. Ils portent en creux les intentions et les névroses de ceux qui les occupent. Parallèlement à cette reconstruction individuelle et communautaire, un débat plus profond a émergé concernant la responsabilité partagée. Si le verdict a désigné Ron comme seul coupable la communauté, elle a commencé à se demander si elle n'avait pas collectivement cultivé un terreau fertile pour de tels comportements. La culture de la discrétion, le refus de s'immiscer dans la vie des autres par peur de paraître impoli ou intrusif, avait été en quelque sorte le complice passif de la solitude de Ron. Le drame a agi comme une loupe grossissante sur les failles de cette vie suburbaine idéalisée. On a commencé à valoriser davantage l'écoute, à encourager les initiatives de voisinage qui ne se contentaient plus de l'échange de politesse, mais qui cherchaient à briser l'isolement des individus vulnérables.
Cette transformation du tissu social, bien que lente, a été l'un des effets les plus tangibles du passage de cette affaire. Il est également crucial de souligner que cet événement a forcé les institutions locales à repenser leurs protocoles d'assistance. Les écoles, les services sociaux, les associations de quartier ont pris conscience que le silence est souvent l'allié principal de la violence domestique. Le cas de Ron, par son caractère extrême, a servi de leçon sur l'importance de la détection précoce des signaux de détresse psychologique. Il ne s'agit pas d'instaurer une surveillance policière, mais de développer une sensibilité sociale capable d'identifier les comportements de repli excessif, les ruptures soudaines avec l'environnement ou les indices d'une paranoïa qui s'installe. Ce n'est pas une tâche aisée car elle demande un discernement fin et une capacité à différencier la simple excentricité d'une dérive dangereuse. Pourtant, c'est un effort nécessaire si l'on veut éviter que de nouveaux drames ne se jouent dans le huis clos des maisons parfaites. Le souvenir de l'affaire désormais inscrit dans la mémoire collective de la région fonctionne comme un garde-fou. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de cultiver une forme de lucidité. On réalise que l'humanité, avec ses contradictions et ses parts d'ombre, est une donnée fondamentale de toute relation sociale. Le vernis de la respectabilité n'est qu'un revêtement, et en dessous, les complexités émotionnelles, les désirs non formulés et les peurs refoulées continuent de circuler. Le défi est d'accepter cette complexité sans pour autant perdre foi en la possibilité d'une coexistence harmonieuse. Ron a échoué dans cette quête, préférant la maîtrise à la vie, la carapace à l'échange. La communauté, en revanche, a choisi de survivre en apprenant de ses erreurs, en acceptant que la perfection n'est qu'une illusion coûteuse et que le vrai courage réside dans la capacité à s'exposer, à se parler et surtout à se reconnaître dans l'autre avec ses forces et ses failles. C'est dans cette acceptation que réside le véritable verdict du destin, le choix de ne pas laisser l'horreur définir le futur. La lente cicatrisation est en soi un acte de résistance. Chaque famille qui décide de privilégier la communication sur le contrôle, chaque voisin qui prend le temps de poser une question sincère, chaque personne qui choisit l'ouverture sur le repli, contribue à effacer pierre par pierre les fondations sur lesquelles Ron avait bâti son enfer domestique. L'histoire se termine, mais la leçon perdure, nous rappelant que si les monstres peuvent parfois se cacher sous des traits humains, la lumière, elle est un effort collectif, une volonté de voir clair au-delà des apparences pour protéger la vie, là où elle est la plus vulnérable dans le secret de nos foyers et dans la fragilité de nos cœurs. À mesure que les années s'accumulent depuis la résolution de cette affaire, le nom de Ron s'efface lentement de la conversation courante, mais le récit de ses actes lui est devenu partie intégrante de la topographie émotionnelle de la région. Ce n'est pas tant la figure du coupable qui demeure, mais l'ombre portée par son comportement sur notre compréhension de la normalité. Le dossier est clos, les procédures sont épuisées, et les documents judiciaires dorment désormais dans les archives. Mais le verdict du destin, cette conclusion qui dépasse le cadre légal pour toucher à la morale humaine, continue d'imposer son exigence de vigilance. La grande leçon que nous laisse cette tragédie est celle de l'illusion de la maîtrise. Ron pensait pouvoir contrôler le monde en le segmentant, en le classant, en le soumettant à ses propres règles, et pourtant ce monde lui a échappé de la manière la plus totale. Nous devons nous souvenir de cette affaire non pas comme d'un fait divers spectaculaire, mais comme d'un mémorial à la fragilité. La carapace que Ron a construite autour de sa vie, ce besoin de cloisonner, d'ignorer les signaux d'alarme, de privilégier l'apparence sur la réalité, est une tentation universelle. Combien d'entre nous, dans nos vies quotidiennes, choisissent de se protéger en refusant d'aborder les sujets qui dérangent, en évitant le regard de l'autre quand il exprime une souffrance que nous ne savons pas nommer. L'affaire nous renvoie à notre propre lâcheté silencieuse, celle qui nous pousse à préférer le confort d'un quotidien lisse, l'inconfort d'une vérité parfois chaotique. En devenant les gardiens de cette mémoire, nous ne rendons pas seulement hommage aux victimes, nous nous offrons une chance de ne pas répéter les erreurs du passé. Le travail de mémoire qui s'est opéré au sein de la communauté est une démonstration de force tranquille. Il ne s'agit pas de célébrer la douleur, mais de transformer l'expérience du traumatisme en un levier de lucidité.
On a vu au fil du temps une génération plus jeune nourrie par le récit de ces événements développer une approche des relations interpersonnelles plus directe et plus honnête. Le tabou de la sphère privée inviolable s'est assoupli pour faire place à une éthique du quart, une attention mutuelle qui dépasse les simples convenances. C'est dans ce changement infime mais constant des mentalités que la communauté a trouvé sa réponse la plus efficace au crime de Ron. En choisissant la transparence contre l'opacité, la vulnérabilité partagée contre l'isolation, les habitants ont en quelque sorte démonté la structure même du monde que Ron voulait protéger. La question de savoir si l'on peut un jour tourner la page reste ouverte. On ne tourne pas la page sur une vie humaine arrachée. On apprend à vivre avec les chapitres qui suivent chargés de l'absence et de la mémoire. Le verdict du destin dans son acception la plus noble est celui que nous prononçons chaque jour par nos actes. C'est en faisant le choix de l'authenticité que nous annulons par petites touches les effets de l'acte destructeur. Ron est enfermé dans le silence de son châtiment, mais la vie elle a repris son cours coloré par la conscience que rien ne doit plus être pris pour acquis. Chaque dialogue, chaque geste d'entraide, chaque moment de sincérité est une victoire posthume sur la froideur du plan de Ron. Il est fascinant d'observer comment ce récit documentaire a su traverser le temps. En restant fidèle aux faits, tout en explorant les abysses de la psyché, il nous a permis de mettre des mots sur l'innommable. Il nous a montré que la vérité n'est pas une destination fixe, mais un chemin escarpé qui demande de l'honnêteté envers soi-même et envers les autres. Le cas de Ron restera gravé dans les annales, non comme le portrait d'un génie du mal, mais comme celui d'un homme qui a confondu le contrôle avec l'amour et la carapace avec la vie. C'est le rappel à la fois cruel et nécessaire que nous sommes les architectes de notre propre réalité et que si nous ne prenons pas garde à la qualité de nos fondations, l'édifice tout entier peut s'écrouler dans le silence. En terminant ce récit, nous rendons hommage à la résilience humaine. Ceux qui ont été les plus proches, ceux qui ont porté le poids du secret et du choc, ont prouvé que l'on peut renaître de ses cendres. Leur courage est la seule lumière qui puisse dissiper l'obscurité laissée par Ron. Ils ont refusé d'être définis par l'acte du monstre, ils ont choisi d'être définis par leur capacité à surmonter l'impensable. Leur reconstruction est la preuve ultime que, si l'humanité est capable des pires déviances, elle possède aussi une capacité de régénération infinie. Alors que le récit se referme sur cette banlieue américaine devenue le théâtre d'une leçon universelle, nous quittons les lieux avec une conscience accrue. La carapace est brisée, le secret est mis en lumière, et la vie, avec toute sa complexité et sa beauté parfois douloureuse, continue d'avancer. Ce n'est pas le triomphe de la justice seule, c'est le triomphe de la vérité, celle qui, malgré les apparences les plus lisses, finit toujours par faire surface pour nous rappeler ce qui est essentiel, la liberté d'être la clarté du regard et le courage indéfectible d'aimer en toute transparence.